Ça va pour tout le monde la caméra. Ok. Et ben rebonjour tout le monde. Nous voici au dernier temps de cette UDT qui va conclure ce week-end assez intense en termes de discussions, d'activités quelconques, de repas animés aussi. Le sujet de cette table ronde, ça va être un peu de faire le point sur tout ce qu'on avait dit durant le week-end en posant la question que nous est-il permis d'espérer. Donc c'est une citation d'Emmanuel Kant que je trouve assez belle et qui permet de bien articuler en fait tout ce qui a été dit sur les conditions matérielles de notre monde et à la fois tous les idéaux que l'on souhaite voir advenir. Et donc avec moi j'ai... Présentez-vous. Après le Nico. Pas pro. Toi, là. Mehdi. Mehdi, porte-parole d'Antitech Résistance. Moi, du coup, Mathis, donc je suis historien maintenant à Paris 8. Et Jean, du coup, je suis anthropologue, on va dire, à l'université de Pau. Ok, c'était très succinct, c'est cool. Mais de toute façon, Jean et Mathis sont déjà intervenus. Donc Mathis hier pour parler de l'ALF et de la stratégie contre la fourrure dans les années 80 aux États-Unis. Et Jean qui est intervenu ce matin avec Armand, en parallèle quoi, et qui a parlé du problème du système des industries et des technologies et de comment en fait le primitivisme aussi n'est pas forcément une réponse adaptée à cela. Et donc on va pouvoir détailler tout ça lors de cette table ronde. On va commencer déjà directement par la première partie, je pense, pas besoin d'introduire plus, qui concerne à étudier le rôle des luttes modernes dans la réponse aux défis contemporains. Et aussi voir aussi d'autres acteurs comme l'État. Qu'est-ce que tous ces acteurs-là peuvent apporter pour résoudre les problèmes écologiques, sociaux, de manière générale. Et donc, peut-être d'abord commencer par l'État, je pense que c'est ce qui va être réglé le plus rapidement. Donc, comment vous voyez les propositions que mettent en place les États pour résoudre tous ces problèmes sociaux et environnementaux? Est-ce que vous pensez que l'État peut apporter des solutions quelconques? Ou au moins un petit peu aider? Peut-être le même ordre changer. Pourquoi pas des solutions. Alors, est-ce que l'État apporte des solutions à la crise environnementale? Je pense qu'on peut dire oui. La réponse, c'est lesquelles? La question, pardon, c'est lesquelles? En ce moment, il y a toute une... je pense que les camarades auront à peu près le même avis anarchisant sur la question de l'État que moi, donc je vais rentrer un peu dans une sous-discussion peut-être sur la question de la planification, qui est en train de revenir très fort à la mode, notamment dans le milieu militant, notamment à gauche, avec la question de la planification verte, en gros, espèce de rebranding écologiste de l'État. Et moi, je parle aujourd'hui au nom Antitech Résistance. Et c'est une question Antitech Résistance qui nous taraude pas mal en fait. On n'attend pas grand chose de l'État, si ce n'est quelque chose donc de négatif. Car la seule chose qu'il faille attendre de l'État, c'est comme d'habitude sa radicalisation, c'est la planification, c'est son truc, le plan, le dirigisme. Or, historiquement, la décroissance planifiée, même quand elle est portée par des gens de gauche, même quand elle peut sembler justifiée en des temps de ressources aussi limitées, de plus en plus limitées, des temps d'urgence climatique, décroissance planifiée historiquement, ça va être des stérilisations forcées en Afrique, ça peut être la vieille politique en Chine de l'enfant unique, c'est l'eugénisme en Allemagne ou ailleurs. Et en fait, c'est ce que Bernard Charbonneau, des années 30, appelait l'écofascisme. Une notion pareille qui est très maniée actuellement dans le milieu militant, avec une définition complètement tronquée. Bernard Charbonneau, en tout cas, quand il a forgé le terme d'écofascisme dans les années 30, il parlait d'un État fort, d'un État planificateur, qui serait chargé, presque contre son gré, malgré lui, de devoir gérer des ressources de plus en plus limitées sur un territoire donné. Et donc l'écofascisme, historiquement, ça va être la planification, les restrictions, ce qu'on appelait les rationnements, avec l'hiver dernier, des amendes, des taxes, il y a des projets de passe carbone actuellement, la technosurveillance, on en entend beaucoup parler actuellement, et il y a même la Quadrature du Net qui va nous parler de projets de crédit social.
ça touche pas exactement à l'écologie, mais c'est lié à un renforcement de l'État. Et donc, qu'est-ce qu'on pense de l'État? Vous l'avez compris, à terme, on attend de l'État que sa disparition, mais ce qu'on peut attendre de négatif, ce qu'on peut craindre, c'est ce retour de l'État dans la question écologiste, y compris chez des soi-disant décroissants. Et donc, face à ça, à ce retour de la planification verte, à ce retour de la décroissance planifiée, à ce retour donc de l'écofascisme, je le redis, qui va sur tous les chéquiers, qui va de Jean-Marc Jancovici à Jean-Luc Mélenchon, en passant par des néo-nazis notoires comme Petsi Linkola en Finlande. Pour ceux que ça intéresse, on a 2 articles là-dessus sur notre blog. Face à ça, en fait, la meilleure solution pour moi, c'est pas du tout d'attendre de l'État, mais c'est de le détruire. C'est de démanteler le système techno-industriel. Entre un chaos libertaire et une dictature nucléaire, je choisis le premier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce qu'on peut attendre de l'État, je suis assez d'accord. Quand on regarde les luttes militantes, en gros, depuis les 50 dernières années, on a à peu près de manière systématique un État qui se place du côté des industries. Si jamais on reprend en fait ce que dit Elsa Dorlin dans Se défendre, c'est vraiment une référence que j'utilise beaucoup, mais que j'apprécie énormément. Elle parle du fait que historiquement, les États se sont construits sur la domestication de la martialité des populations citoyennes. En particulier des populations minoritaires, puisque c'est celles qui ont le plus d'intérêt en fait, à se rebeller, à créer des dissidences. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que de toute façon, on ne peut pas s'attendre à ce que l'État permette une quelconque tentative d'émancipation de la part de la population, puisque par définition, il se considère comme le seul détenteur en gros de la violence légitime, selon la formule usitée. Et donc à partir de ce moment-là, il va toujours prendre la défense des intérêts qui lui sont le plus proches, puisque l'État c'est un ensemble de personnes, c'est exactement comme une collectivité ou autre, c'est un ensemble de personnes qui cherchent à défendre ses intérêts avant tout. Et ces intérêts qui lui sont proches, ce sera à peu près systématiquement les intérêts non pas des quelques militants qui pourraient décider sur le long terme que c'est une mauvaise idée de continuer à bousiller la planète, mais en général plus systématiquement avec des intérêts à plus court terme qui sont rapportés toujours par les industries. Si jamais on regarde l'ensemble des luttes écologistes, en gros depuis les années 70 et en gros dans l'ensemble du monde, l'État n'a à peu près jamais pris la position des écologistes ou des antispécistes ou de n'importe quelle lutte sociale, quand bien même ça aurait pu lui rapporter quoi que ce soit sur le long terme. Au-delà de ça, même quand l'État, ou quand plutôt les États dialoguent entre eux, en comprenant, et typiquement avec l'exemple nucléaire, qu'ils sont peut-être allés un petit peu trop loin et qu'il y a potentiellement un risque de destruction majeure qui, là, pour le coup, ne les arrange plus du tout, même quand ils essayent de désamorcer leur propre connerie, ils en sont incapables. Et ça, pour ça, je trouve que l'exemple du TPN, le traité de non-prolifération nucléaire, il est intéressant. Il y a eu pour le coup toute une tentative de planification sur plusieurs décennies de démantèlement des arsenaux nucléaires dans tous les pays occidentaux qui se les étaient accaparés. Et ce démantèlement, il s'est heurté systématiquement à toutes les crises géopolitiques, c'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que ce démantèlement n'était plus arrangeant, on l'a arrêté. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que l'État, il n'a aucune possibilité forte d'agir dans le bon sens, c'est-à-dire le bon sens pour nous, à savoir faire en sorte de ne pas mettre en péril l'existence de la vie sur Terre. Donc effectivement, je suis assez d'accord sur le fait qu'on peut attendre de l'État que sa disparition, et qu'en attendant, ça reste toujours un ennemi en potentiel. Ouais, du coup, je sais pas trop quoi ajouter. Peut-être, je pense que tout ce qu'on peut dire sur le fait que la technologie n'est pas neutre, je pense que ça s'applique aussi à l'État en tout cas à l'État bureaucratique, ce qu'on pourrait nuancer dans l'État. On n'a pas parlé, mais il y a une question de définition. On a tendance à parler d'État pour des choses qui sont, je sais pas, une cité grecque, et pour un État bureaucratique centralisé aujourd'hui, alors que c'est pas du tout clair qu'il est question exactement de la même chose. Mais bon. Mais sur les États bureaucratiques aujourd'hui, c'est sûr que c'est aussi des instruments qui sont pas neutres, qui ont des propres effets. Et je trouve que c'était un très bon exemple sur la non-prolifération. Mais aussi, souvent, on a tendance à s'imaginer l'État comme une espèce de... Il y aurait, je sais pas, quelqu'un au pouvoir tout en haut, et tout le reste va obéir, et il y a une espèce de... comme s'il y avait un poste de pilotage, finalement, quelque part. Et finalement, l'État, c'est une énorme infrastructure avec plein de personnes, et tous ces sous-groupes ont des intérêts. Et j'en sais rien, typiquement, sur le nucléaire, j'imagine qu'il y a plein de militaires, ou de sous-groupes de techniciens, ou de gens qui n'ont pas envie d'être mis au chômage, qui n'ont pas envie de disparaître, qui ont envie de garder leur pouvoir en tant que général, en tant que etc. Et il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte dans l'État, donc ça je pense que c'est un point important. Et aussi le fait que tout ça a un coût, c'est-à-dire que ce qui est un peu paradoxal dans l'idée d'un État décroissant, c'est que pour qu'un État fasse de la décroissance de façon un peu efficace, à la limite, ce que pourrait faire le mieux l'État de façon décroissante, c'est désinvestir, arrêter tout investissement, arrêter tout soutien aux entreprises, arrêter tout un tas de choses. Et ces politiques-là pourraient être assez intéressantes. Style, on arrête le BTP. Plus aucun financement pour la 69, pour aucune route, pour rien de tout ça. Ou alors un minimum d'entretien si on veut. Là je parle vraiment, pas dans l'idéal, mais de façon réaliste. Mais c'est ça ce que pourrait faire l'État de mieux, quelque part. Et
Sinon, le problème, c'est que si on veut par exemple contrôler, si on dit tiens, on va contrôler, on va mettre en place un système carbone où on va regarder combien de temps les gens prennent leur voiture, etc. Mais pour tout ça, il faut développer de nouveaux organismes de contrôle, de nouveaux organismes d'expertise, énormément de nouveaux trucs qui aujourd'hui souvent en plus consomment énormément de numérique. Et tout ça, en fait, ça a un coût donc, économique, technique, etc. Et notamment aussi un coût financier qui suppose qu'il y ait des gens qui paient des impôts, qu'il y ait des entreprises et tout ça. Donc finalement, c'est presque impossible pour un État de trop diminuer. S'il a besoin de s'accroître pour mieux contrôler la société, pour la faire décroître, et plus la société décroît, plus il perd ses propres ressources, il se retrouve un peu dans une espèce de dilemme, et souvent, les États choisissent de, le plus longtemps possible, préserver leur pouvoir et préserver leur situation. Voilà. Je pense qu'on est tous d'accord sur... Ouais, c'est un très bon exemple, la non-prolifération et la non-neutralité de l'État, finalement. On est encore à ce stade de la discussion, on se congratule. Ça va, Ça passe. Ok, super intéressant. Je vais embrayer direct parce qu'après on n'aura pas trop de temps pour les questions un peu plus intéressantes justement. Alors du coup, maintenant, si l'État ne peut pas apporter de réponse satisfaisante vis-à-vis des enjeux qu'on a évoqués, est-ce qu'on peut attendre quelque chose des mouvements sociaux actuels ou qu'on pourrait imaginer? Qu'est-ce que vous attendez vous des mouvements sociaux? On a parlé des méga-bassines ce matin, un peu de soulèvement de la Terre ce matin par exemple. Qu'est-ce que vous pensez des mouvements, des mouvements actuels? Pour les mouvements écolos, des mouvements pour la féministe ou... Ok, du coup, mouvements sociaux, mais pas juste mouvements sociaux comme lutte contre la réforme des retraites ou Gilets jaunes, mais les mouvements, quoi, les organisations. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Bon, c'est le moment où on va commencer à rentrer peut-être un peu les pieds dans le plat, mais moi ce que j'attendrais des organisations actuelles, c'est qu'elles deviennent efficaces. Faudrait peut-être demander déjà quel objectif on pourrait attendre des mouvements sociaux. Donc moi je pose l'objectif d'ATR, ça va être l'objectif de préserver la vie sur Terre. Si l'objectif c'est de préserver la vie sur Terre, moi j'ai constaté aucun succès. Ni récemment, ni un peu avant. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre des mouvements sociaux? Je suis pas sûr que ce soit une radicalisation au niveau de l'idéologie, parce que ça, c'est pas forcément toujours aussi radical que dans les 5 années 70, mais on est vraiment sur une bonne voie au niveau de la décroissance, au niveau de l'autonomie, du retour à la paysannerie. Ça c'est une question qui est revenue récemment, et c'est plutôt positif selon moi. Ça va plutôt être question de la stratégie, pas de la théorie, mais de la stratégie. C'est-à-dire comment on obtient ce qu'on veut, comment on atteint notre idéal, comment on atteint notre objectif, si tant est qu'un objectif ait été posé, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui, soit ils n'en ont aucun, et donc c'est l'échec assuré, soit ils ont plusieurs objectifs, on pense à Extinction Rebellion, qu'on a minimum 4. Donc je peux les citer par exemple, il y a retour à, c'est même pas annuler, c'est plus aucune émission de gaz à effet de serre d'ici 2025. Exiger une constituante. La troisième, c'est la transparence sur les émissions de CO2 des grandes entreprises. Ça c'est pareil, ça me paraît assez flou. Qu'est-ce qu'on ferait avec ces chiffres, comment on agirait dessus, comment on garantit que les chiffres n'ont pas été trafiqués. Et quatrième objectif, je l'ai oublié, mais je pense que c'est une bonne preuve qu'il y a déjà trop d'objectifs. Je remarque que c'est contradictoire parce que s'il n'y a plus d'émissions en 2025, ça sert à rien de demander la transparence. Ouais. Ça sera tellement plus simple de l'attendre. Donc, qu'est-ce qu'on doit attendre des luttes actuelles qui réfléchissent de manière plus stratégique, c'est-à-dire qu'on soit moins dans la défense, justement, face à des menaces, mais qu'on soit dans l'offensive. Je vais prendre un exemple, tu parlais des méga-bassines tout à l'heure, les soulèvements de la Terre, en octobre 2023, grâce à une décision juridique, ils ont réussi à faire annuler la construction de 15 méga-bassines. Le problème, c'est qu'il y a 2 mois, en juin, il y en a 21 qui ont été réautorisées. Et en fait, ce jeu-là, il va durer beaucoup trop longtemps, à mon avis. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on est dans une logique d'urgence. Donc il va falloir arrêter de penser en termes défensifs, mais en termes offensifs. Pas chercher à avoir l'ennemi à l'usure. Donc sortir de ce qu'on appelle la guerre d'usure, mais entrer dans une logique d'effet domino. On doit cesser les gesticulations symboliques, y compris juridiques, et blesser le système matériellement. Matériellement, c'est-à-dire que ça implique donc de chercher où le système est fragile. C'est pas des décisions juridiques contre 15 mégabassines quand il y en a 21 qui repoussent derrière que c'est stratégique. Ce qui est stratégique, c'est de cibler où, si j'attaque à cet endroit, et nous, quand on parle d'attaque anti-deck résistance, on précise bien que c'est pas nous qui les ferons, nous on est un mouvement légal, on n'est pas un mouvement illégal, il en faudra certainement, mais ce sera pas notre cas. Où est-ce qu'il faut frapper? Il faut chercher les zones névralgiques qui mettront un temps considérable à se remettre, où la résilience, comme on dit aujourd'hui, est faible, et où le système ne peut pas se permettre de céder du terrain.
ne peut pas se permettre de céder du terrain. Je pense que c'est important de préciser ça. Et donc, typiquement, ça peut être l'industrie électrique. Le système est totalement dépendant de cet approvisionnement. Les télécommunications, s'il n'y a plus de télévision, s'il n'y a plus de radio, s'il n'y a plus internet, s'il n'y a plus d'email, s'il n'y a plus tout ça pour échanger, ça devient compliqué pour donner des ordres à une échelle nationalisée. N'oubliez pas que la France est un grand pays. L'industrie informatique, les ordinateurs évidemment. Et l'industrie biotechnologique, parce que le système en sera bientôt dépendant. Et accessoirement, là, ici on est dans une réunion antispéciste, l'industrie biotechnologique en termes d'expérience sur les animaux, on est bien. Donc ouais, en Tech Résistance, ce qu'on va attendre des luttes modernes, c'est de penser stratégie et d'apprendre à choisir mieux ses cibles. Si je reviens sur la question que tu posais en gros de qu'est-ce qu'on peut espérer des mouvements sociaux et militants, moi j'ai tendance à penser que les mouvements sociaux et militants, bon déjà ils n'ont pas pour le coup dans l'ensemble la seule variable de protéger la vie sur Terre, il y en a beaucoup qui ont des précisions dans leurs objectifs, je pense au mouvement antiraciste, je pense au mouvement féministe et autres. Je pense que on entend beaucoup parler de défensif et d'offensif là depuis quelques jours sur cette université d'été. Moi j'ai vraiment l'impression que les mouvements sociaux et militants en général ils marchent en deux temps. Il y a le premier temps on va dire qui est le temps défensif où le but du jeu c'est avant tout de créer des réseaux et des espaces de solidarité interindividuelle qui vont permettre en fait déjà de donner de la respiration à des populations minoritaires qui en prennent plein la figure sinon le reste du temps, mais qui vont également permettre pour le coup de préparer le second temps, qui est le second temps on va dire de l'offensive. Une offensive qui en fait peut fonctionner seulement si vous avez des opportunités de faire basculer les choses, si vous avez une préparation révolutionnaire qui est suffisante et si votre cible n'a pas une résilience qui va au-delà de votre capacité de l'importuner. Moi j'ai tendance à penser que les mouvements sociaux et militants sont très bons sur le premier temps. Enfin, c'est très bons. Ils sont bons. En tout cas, s'il y a bien des victoires qu'il faut leur concéder, c'est sur le fait qu'ils ont été capables, depuis 50 ans, d'aménager des espaces de solidarité pour un certain nombre de personnes. Je précise bien que je parle d'intérêt individuel et pas de collectif. C'est-à-dire que c'est pas la majorité de la population et c'est pas non plus la majorité des minorités qui vont bénéficier de ces solidarités interindividuelles qui sont générées par les petites victoires, on va dire, des mouvements sociaux et militants. Mais il y a quelque chose, il y a du plus. Par contre, et là où je te rejoins, sur leur capacité de préparation révolutionnaire, sur leur capacité à vraiment faire basculer les choses et à obtenir un système qui va réellement être satisfaisant, non seulement ils sont pas bons, mais en plus j'ai tendance à penser que malheureusement les petites victoires qu'ils ont eu tendance à acquérir, c'est aussi des petites victoires qui vont rendre d'autant plus compliqué en fait la capacité de créer des opportunités de révolution. En fait, plus vous allez, on en parlait sur la question décoloniale. Typiquement, le contexte décolonial, il montre assez souvent que plus vous allez réformer une situation pour qu'elle semble à peu près acceptable à la population, et plus cette population va avoir tendance à limiter sa capacité de révolution contre le colon. Ça marche pour le colonialisme, mais ça marche dans d'autres exemples. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, malheureusement, ce temps défensif des fois des mouvements sociaux et militants, il a pu avoir tendance à jouer contre. J'irai pas non plus balayer tout ce qui s'est passé d'un revers de main ces 50 dernières années. Je pense qu'il y a des choses qui ont été obtenues qui étaient nécessaires pour un certain nombre de populations qui souffraient au quotidien. Mais force est de reconnaître que sur notre capacité à vraiment faire basculer les choses et à obtenir, là pour le coup, et ça c'est un enjeu évidemment important, l'assurance que la vie sur Terre va continuer sur, notamment la vie humaine, va continuer sur les 200 ans à venir, ça on a encore du boulot, quoi. Ça c'est sûr. Moi je suis peut-être moins spécialiste que vous sur ces questions de mouvements sociaux, etc. et d'histoire des mouvements sociaux. Moi j'aurais peut-être pour nuancer un peu tout ça, j'ai quand même l'impression malgré tout qu'il y a un certain nombre de choses qui, notamment lorsque les mouvements sociaux ont les résultats de leur action sont disons contenus dans leur action elle-même à un certain niveau ou directement présents. Par exemple si on empêche qu'une forêt soit détruite et qu'à un moment donné cette forêt n'est pas détruite, même si on ne sait pas ce que ça fait au niveau global, etc., on a déjà protégé quelque chose. Ce dont je suis le plus méfiant, c'est les trucs où les objectifs sont très éloignés. Par exemple, faire une manif climat en ville pour essayer de revendiquer que l'État change le contexte, je sais pas, réglementaire pour faciliter le développement d'énergies renouvelables, dont on espère que peut-être elles réduiront les émissions de CO2. Enfin, il y a tellement de niveaux d'abstraction qu'on est à peu près sûr que ça sert globalement à rien, enfin, je pense. Mais par contre, quand il y a des résultats directs, et y compris, par exemple, je ne dévalorisais pas tout ce qui va être tous ceux dont les conséquences tout ce qui a des conséquences directes sur des humains, je sais pas, faire des maraudes, je pense que c'est des trucs qui continuent malgré tout à avoir un sens parce que y a quand même des gens qui sont là, qui sont présents, qui ont directement besoin et qu'on peut pas oublier par rapport à sur tout ce qui a été dit. Après sur le fond, et je pense que
ce qui est très dur, c'est qu'au fond, on a très peu d'exemples de succès dans la lutte écologique, et surtout à cette échelle-là. Et même les exemples de révolution qu'on a sont quand même pas exactement la même chose de ce dont il est question ici, finalement, ou de décolonisation. Et du coup, je trouve ça intéressant, en tout cas, de voir tout ce qui peut émerger là-dessus, et toutes ces réflexions qui sont présentes sur ces plusieurs jours, etc. Mais je pense pas grand-chose à apporter de plus. Ok, vous voulez rebondir peut-être sur ce que vous avez vu entre vous ou pas? Mais à titre personnel, Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été Ok. dit quand Mathis prenait l'exemple de quand tu disais défensif avant d'être offensif, ça me faisait penser aux manifs contre la réforme des retraites, où il y a eu un déplacement massif des Français dans la rue, dans une logique de démonstration de force, donc défensif, mais on n'est pas passé dans le rapport de force qui aurait constitué, selon nous, à bloquer des points névralgiques pour que le système nous écoute, et à céder sur la réforme des retraites. Je précise quand même que ça aurait pas... Enfin, là je vais être un peu moins optimiste que Jean, que même cette victoire-là aurait été une victoire extrêmement marginale dans le contexte écologique. Et aussi, peut-être moi pour rebondir sur tout ça, je trouve que ce qui est quand même qu'il faut questionner sur l'offensif, c'est qu'il y a quand même l'état des forces, et je pense que je serai d'accord, en plus l'état des forces présent est quand même d'une asymétrie qui est désespérante, surtout si on le prend au niveau mondial. Sachant que tout ce qu'on peut faire en France, il y a plein de pays autour qui sont là et qui sont armés, et on le voyait par exemple dans l'Europe de l'époque. Je dis pas ça pour faire du pessimisme excessif, mais peut-être qu'il faut pas le dire du tout, mais genre, quand on voyait l'Europe à l'époque de la Révolution française, il y a eu tout un moment dans l'Europe où chaque fois qu'il y avait des révoltes paysannes dans un pays, et j'aime bien l'histoire des révoltes paysannes, en fait il y avait les autres États qui étaient prêts à intervenir vers leurs armées aussi pour aider s'il fallait. Il y avait une solidarité monarchique par exemple. Bon, ceci dit, on a quand même finalement plus ou moins éliminé toutes ces monarchies, pas forcément pour le meilleur, mais cela dit, par exemple, en Chine, il y avait des révoltes paysannes qui ont très bien marché, aussi dans l'histoire de la Chine, donc voilà, je me disperse. Non, mais de toute façon, je pense qu'il y a un truc qu'il ne faut pas qu'on perde à l'esprit, et c'est la raison aussi pour laquelle il ne faut pas qu'on s'enfonce dans un pessimisme, au-delà du fait que je pense que le pessimisme, c'est pas le moteur le plus terrible pour faire avancer les luttes. C'est que des révolutions, il y en a eu plein dans l'histoire, et il y en a eu plein qui ont marché, et il y a eu plein de systèmes qui ont réussi à perdurer pendant un certain temps, et puis qui se sont effondrés au bout d'un moment parce qu'il y avait des opportunités, encore une fois, qui permettaient de le secouer. Par le passé, ce qui est très clair, c'est que souvent ces opportunités, c'était des crises majeures, c'est-à-dire que ça pouvait être des famines, ça pouvait être des épidémies. Le problème avec le capitalisme, et ce qui fait que c'est d'autant plus compliqué de le faire basculer vers autre chose, c'est qu'en général, ces crises, il arrive à en faire... il est très résilient en fait par rapport à ces crises. C'est relativement rare, c'est pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'en France on se retrouve dans des situations de pénurie. Sauf qu'en fait, une pénurie, si jamais vous regardez l'histoire, 90% du temps, quand un peuple décide de se bouger réellement pour faire changer le pouvoir, c'est parce qu'il a faim. En fait. Et c'est assez logique en fait. Et moi je m'interroge en fait sur la capacité d'une population humaine, quelle qu'elle soit, à aller jusqu'à l'acte de révolution, qui est quand même un acte fort. C'est vrai que là tout à l'heure on parle depuis tout à l'heure de l'articulation éventuellement entre défensif et offensif. Sur le plan théorique c'est bien beau, hein, mais sur le plan pratique ça veut quand même dire quelque chose au niveau de l'implication militante dans un combat. C'est pas juste des mots en fait, c'est qu'à partir du moment où vous rentrez dans l'offensive face à des gens qui ont tout à perdre, hein, que ce soit l'État, que ce soit les industriels, que ce soit la classe bourgeoise, que ce soit les technocrates, on peut les appeler comme on veut, face à des gens qui ont tout à perdre, il est très clair que ça devient des enjeux de vie et de mort. Et donc à partir de ce moment-là, si on n'a pas des moteurs particulièrement puissants pour nous animer, que ce soit parce qu'on a très très faim, ou que ce soit parce qu'on pense qu'il y a vraiment une société meilleure qui peut advenir derrière tout ça, une société plus égalitaire, une société où tout simplement on a plus de chances de survie, moi je doute en fait de notre capacité à agir. C'est pour ça que le capitalisme, effectivement, à la fois oui il y a des révolutions qui peuvent faire changer les choses, et à la fois non, le capitalisme c'est pas un système comme n'importe quel autre système, c'est un système particulièrement résilient, et c'est ça qui fait qu'il est particulièrement dangereux aussi. Ok, alors là je m'attendais à ce que au moins Mehdi tu rebondisses sur le terme capitalisme qui a été employé plein de fois, alors que c'est peut-être pas forcément ouais. toi. En Anti-Tech Résistance, on va parler plus d'industrialisme que de capitalisme. Pas pour des débats d'historiens abstraits, mais vraiment parce que on n'aime pas dans le mot capitalisme le fait qu'il laisse la possibilité à une société communiste industrielle de naître. Nous on n'en veut pas en fait, on veut pas de société industrielle du tout, on veut pas qu'elle soit rouge, on veut pas qu'elle soit bleue ou même verte. Voilà. Donc on veut pas d'industrie autogérée non plus, donc à partir de là on va plutôt parler d'industrie pour vraiment cibler le cœur matériel qui va être l'usine, la factory, et pas capitalisme, ça va être un terme un peu flou qui en plus peut renvoyer à la question de la propriété des moyens de production, et nous on veut pas se réapproprier l'industrie, donc c'est pour ça qu'on va dire industrie, mais je pense qu'on entend plus ou moins la même chose. Voilà.
Bah, disons que de toute façon, quand tu veux faire tomber le capitalisme, mais avec un minimum de préoccupations à la fois écologiques et antispécistes, déjà rien que ça, bon, bah, logiquement. Puis d'ailleurs, ce que disait, mince, qui disait ça ce matin, je crois que c'était toi, qui disait que de toute façon, une industrie, une usine, même si jamais tu l'as donnée aux mains des ouvriers, finalement, t'arrivais pas forcément à changer la manière qu'elle avait de fonctionner. Donc on se rend compte que même dans l'objectif de lutte des classes, c'est pas vers un communisme industriel qu'il faut qu'on se dirige. Ça, c'est très clair. Il y a aussi un truc, je pense, on a tendance à beaucoup. Il y a un côté un peu intello de bien aimer les mots. Et ce que je disais, est-ce que dans les réalités, c'est des choses qui peuvent être séparables? C'est un peu ce que je suggérais ce matin. Et là, typiquement, si on regarde, si on essaye de définir ce que c'est qu'on appelle le capitalisme aujourd'hui, en enlevant tout ce qui est technologie, rationalisation, industrie, etc., on arrive à des choses très vagues finalement. C'est l'avidité, le fait qu'il y a toujours eu des gens qui voulaient s'enrichir au détriment des autres, ou gagner de l'argent. Et cette chose-là, c'est quelque chose de très abstrait finalement, et c'est clairement pas de ça qu'on parle quand on parle du capitalisme comme système global, quoi. Moi, je voudrais revenir aussi sur ce que disait Mathis, finalement, qui était peut-être plus pessimiste que moi, en disant que ouais, c'était dur d'imaginer la fin du capitalisme, que le système avait l'air très résilient. Alors, bon, visiblement, tu ne prends pas forcément la crise du Covid comme un moment de pénurie, ou même ce qui peut se passer en été ou en hiver par rapport aux énergies. Et à la limite, pourquoi pas, j'ai pas forcément toutes les données pour répondre, mais sur la question de l'optimisme, tu disais attention parce que l'État il a rien à perdre. Mais je dirais que nous, avec la crise écologique actuelle, on n'a rien à perdre non plus. On n'a vraiment plus rien à perdre. En tout cas, Antitech Résistance, nous c'est notre logique, c'est notre seule éthique et celle du résultat. Et toujours dans cette perspective légale et non violente, qui est celle d'Antitech Résistance, effectivement, le système est extrêmement puissant. Effectivement, la technocratie a tous les pouvoirs. Et précisément, dans cette lutte asymétrique, c'est donc qu'il faut arrêter de faire de la guerre d'usure, il faut arrêter d'attaquer des méga-bassines ou des abattoirs, mais chercher où le système ne peut pas se permettre de perdre du terrain. Et j'insiste avec mon électricité, mais imaginez tout ce qui pourrait lâcher s'il n'y a plus d'électricité. À l'inverse, il n'y a pas grand chose qui lâche si on tape juste les abattoirs. Donc si on est justement dans une logique où l'ennemi est plus puissant, c'est-à-dire une logique asymétrique, il faut attaquer là où il ne peut pas se permettre ni d'anticiper, ni de combler en 2 semaines la pénurie. Ok, donc avant de passer au deuxième temps, est-ce que des personnes voudraient intervenir dans... Ok. Bah, je voudrais aussi rebondir sur, par exemple, des petites victoires. En fait, les petites victoires vont permettre de fédérer des gens. Et à partir de là, quand tu fédères des gens, tu peux aussi fédérer et obtenir une plus grande efficacité quand tu es offensif, quoi. Parce qu'en fait, si tu as un objectif, un très grand objectif directement offensif, notamment là, stopper les réseaux électriques, etc., bah, il faut quand même réussir à fédérer autour de ça, quoi. Le problème, c'est que si t'as pas de petites victoires à proposer, etc., bah, c'est compliqué après. Au niveau de... Voilà. Bah, c'est une excellente remarque, parce que effectivement, je l'ai pas dit, mais Mathis a raison quand il dit qu'il y a quand même un temps défensif qui vient avant le temps offensif. Pourquoi je dis ça? Parce que même Antitech Résistance, on a une logique stratégique qui se déploie en phase. La phase 1, évidemment, c'est la création, la consolidation. La phase 2, c'est la création d'une culture de résistance qui consisterait notamment avec plein de petites victoires locales pour se donner de la force, pour se donner de la puissance, pour montrer comment ça fonctionne, une réflexion stratégique réinnovée. Donc oui, évidemment, il y a des petites victoires avant la grande. Je suis entièrement d'accord et merci de me le faire préciser. Et juste pour aller dans ce sens-là, effectivement, c'est vrai qu'on est passé rapidement dessus. Faut quand même pas négliger l'importance du tissu, on va dire associatif, je sais pas trop d'autres mots, du tissu militant en fait, qui s'est tissé depuis plus de 4 ou 5 décennies, quoi. C'est quand même un phénomène majeur dans les sociétés occidentales. Et après, on peut douter sur leur capacité à vraiment agir dans un temps d'opportunité, un temps qu'on pourrait considérer comme révolutionnaire. Mais ce qui est sûr, c'est que ces organisations-là, elles existent, et avec les bons leviers au bon moment, elles peuvent tout à fait être décisives. Donc, ouais. Non, je pense qu'il faut pas le perdre de l'esprit. Je repense à un point, je me dis en fait des lieux comme ici, genre le Westan, ou tous les lieux, disons, ruraux, etc., où des gens vont essayer de vivre de façon plus autonome, etc., c'est aussi extrêmement important à ce titre-là pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça donne à penser qu'il y a d'autres façons de vivre qui sont possibles, et que c'est quand même une idée qui est dans une société où on est totalement dépossédé de toute capacité à exister par nous-mêmes, sans le supermarché et tout ça. Et c'est très dur en fait, même pour des écolieux, de pas du tout dépendre de pétrole ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même important d'avoir ces fenêtres-là qui soient ouvertes. Et aussi parce que ça évite un peu le risque, enfin, ça, je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure, le fait que si on n'a pas un peu aussi d'espoir individuel, c'est très dur de choisir des choses qui sont dangereuses pour soi. Et aussi le risque un peu d'un espèce de nihilisme révolutionnaire, de
comment dire, le fait d'être prêt, et sans doute souvent il y a une question d'âge, etc. Il y a des jeunes qui peuvent se sacrifier de par ce nihilisme révolutionnaire et être prêts à mourir pour une cause qui ne leur bénéficiera jamais et dans laquelle ils vont mourir et tout le monde va mourir aussi. Enfin, j'en sais rien, bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu un risque ce nihilisme révolutionnaire. Et par ailleurs, autre point, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très important dans l'attachement au lieu, au territoire, etc. Et plus on a cette espèce d'attachement envers des choses, plus on va directement voir ce qu'effectivement on y perd déjà beaucoup. C'est-à-dire, alors je suis peut-être pas très clair, mais par exemple, c'est vrai que si on vit en ville dans une chambre, ce qu'on risque de perdre dans notre vie directe, c'est le supermarché, c'est des choses comme ça. Et si on vit, je sais pas, dans un endroit, et même je pense à des gens, je sais pas, je pense à ma grand-mère qui voyait, tiens, il n'y avait jamais eu cette sécheresse, tiens, il y a des arbres qui sont morts dans le jardin. Bon, je dis pas que ma grand-mère est devenue révolutionnaire, mais ça permettait de voir, le fait de voir qu'on est directement affecté et d'avoir cet attachement-là, c'est aussi quelque chose qui peut aider à être prêt à s'engager et à faire des choses. Enfin, et avoir aussi des choses à défendre et pas juste que ce soit dans l'abstraction, quoi. Enfin, j'ai une interrogation vis-à-vis, parce que du coup là je rebondis par rapport à la fédération, par rapport au lieu d'ici. Ça parle beaucoup de révolution, ça parle beaucoup de résistance, ça parle beaucoup de stratégie. Au-delà de ça, imaginons, demain on a le pouvoir. Demain on a fait Macron, machin truc, c'est mon idéal, mais bref. Bref, on a le pouvoir, on a le pouvoir juridique, on a le pouvoir médiatique, on a le pouvoir militaire, etc. Super. Qu'est-ce qu'on fait? Ce que je veux amener, c'est surtout en fait, il faut aussi avoir un but pour pouvoir fédérer énormément de gens. Sur le principe, on peut pas juste dire on veut faire la révolution, on veut tout casser, tout ça, c'est super, parce que derrière, si on n'a pas d'alternative viable, bah au final, au niveau de la fédération d'autres personnes, ça va être un peu compliqué quand même. Ouais, moi je peux commencer par dire que Antitech Résistance ne veut pas du tout prendre le pouvoir, juste le détruire. Du coup, ça répond pas forcément à ta question sur l'idéal positif qu'on porte, mais nous on veut pas le pouvoir, on veut pas imposer de solution. Et c'est une partie de la réponse du coup, c'est que on a beau avoir un background plutôt anarchisant, c'est pas à nous d'imposer un modèle de société. Et par ailleurs, je dirais que je crois que c'était un peu une question que tu avais plus ou moins prévue, on a discuté tout à l'heure. Mais du coup, ouais, je marche un peu dessus, mais ouais, non, on a parlé de la planification. En plus, je sais même pas si ce serait possible d'imposer un modèle de société à l'échelle de la France. Mais s'il fallait dire que Antitech Résistance est un idéal positif, c'est celui de l'anarchie paysanne, d'un Nestor Makhno par exemple. Et je précise aussi, parce que je sais pas si c'était plus ou moins pour nous, mais à ATR, il y a des chantiers participatifs, il y a du jardinage, il y a des bases arrières exactement comme ici. On était à une base arrière dans l'Est il y a 2 semaines pour notre camp d'été, donc il n'y a pas du tout de mépris de l'autonomie individuelle. Au contraire, il faut se la réapproprier. Comme le disait bien Jean, on vit dans un monde où on est totalement délivré des conditions matérielles d'existence, il faut se la réapproprier. Donc voilà, je précise, rien contre le jardinage. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Miguel, sur le fait que c'est important d'avoir des idées derrière lesquelles on se fédère. Pour le coup, c'est peut-être, je pense, on en parle beaucoup avec, j'en parle beaucoup avec les militants de l'ATR là depuis quelques jours. Moi, je pense que c'est peut-être mon point d'achoppement avec vous, c'est sur le fait que je pense que ça va être très compliqué de fédérer suffisamment de personnes pour saisir les opportunités révolutionnaires si on ne propose pas des sociétés qui apparaissent comme politiquement viables aux personnes qu'on essaie de faire entrer dans ces organisations. Et je pense que non seulement ça va être compliqué de fédérer des gens, on va dire, au niveau du recrutement, je pense que ça sera encore plus compliqué de réussir à les garder dans le moment de crise qui va clairement suivre le moment révolutionnaire, quand on va commencer à avoir des pénuries ou des problèmes de partout, et que la question politique, qui de toute façon est sous-jacente de manière quotidienne à nos vies, va se poser de manière très incisive, c'est-à-dire que ça sera des questions, encore une fois, de vie ou de mort pour les gens. J'ai aussi tendance à penser que de toute façon, quoi qu'on fasse, on vit forcément dans un modèle politique, et que le fait de le faire est déjà une promotion de ce modèle. C'est pour ça que moi, je me suis jamais suffisamment intéressé typiquement à ATR, aux bases arrières ou à ce que tu parles, mais ce qui est très clair, c'est que dans votre fonctionnement, de toute façon, vous êtes déjà promoteur d'une forme de politique, que vous le vouliez ou non, et par défaut, les gens vont calquer la politique que vous avez aujourd'hui comme le projet de société vers lequel vous voudriez aller, ce qui peut sembler d'ailleurs assez raisonnable. Donc ouais, moi je pense que c'est important pour le coup, et après c'est mon avis en tant que militant qui essaye à la fois d'être un militant antispéciste et de la libération totale. Et c'est plutôt derrière cette étiquette de militant de la libération totale au final que je me rends après 4 jours de réflexion. Mais c'est vrai que j'ai tendance à penser que c'est important de faire comprendre aux gens, et notamment aux gens qui souffrent déjà dans nos sociétés actuelles, que le but du jeu à la fin c'est bien d'obtenir non pas juste un grand ramdam, mais une société dans laquelle ils pourront vivre de manière à peu près convenable, quoi.
Et là-dessus, oui, je suis d'accord avec toi que sans ça, je vois pas comment on peut fédérer qui que ce soit derrière un projet révolutionnaire. Du coup, il faut quand même y penser à la société du monde d'après. Quoi. Mais on y pense. Alors, Non, mais comment elle s'organise et tout, il faut penser plus ou moins maintenant. ça, pour le coup, j'ai tendance à penser aussi que ça fait quand même déjà 50-60 ans, et en fait même beaucoup plus que ça, qu'on y pense. Et qu'on a une construction, tu le disais tout à l'heure, sur le fait que c'était pas forcément... on n'avait pas forcément une nécessité de chercher un projet toujours plus radical. J'ai tendance à penser qu'on a déjà plein de super idées en fait pour des super civilisations. Maintenant, on est plutôt au stade de l'application en fait. Est-ce qu'on va vraiment réussir à faire advenir ces sociétés dans le réel? Mais en vérité, bon, je vais pas dire qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut, mais on a déjà une bonne base réflexive pour commencer à faire un truc sympa quoi. Et je reprécise juste que Aether aussi a un projet de société idéal. Je précise bien idéal parce que pas matériel à mon avis. C'est-à-dire qu'on ne va pas se donner les moyens de l'imposer, on n'a pas envie de toute façon, et on les aurait pas. Une fois qu'on démantèle le système technologique pour imposer un projet à toutes les chaînes nationales, c'est pas possible. Vous pouvez pas contrôler ce qui se passe encore, c'est à moins d'avoir un État. Tu parlais de projet viable, bah, le projet, je le redis, hein, c'est l'autonomie paysanne. Si j'ai pas été clair, c'est ma faute. Maintenant, est-ce qu'on peut l'imposer et surtout est-ce qu'on peut en parler avant d'avoir détruit ce qui l'en empêche quotidiennement? Bah non en fait, c'est pour ça que effectivement le discours d'Aether peut paraître nihiliste, bon, l'attaque est violente. Mais le discours il va plutôt être effectivement dans la destruction que dans la construction, parce qu'en fait, quand ta maison elle brûle, t'es pas en train de te demander comment tu vas gérer ton prochain logement, t'es déjà en train d'essayer d'éteindre l'incendie. Et c'est ça la logique d'Aether en fait, c'est on priorise, voilà. D'abord on survit, après on verra. C'est pas vendeur, hein. J'en suis navré, c'est pas moi qui décide. Mais est-ce que c'est un problème en soi? Parce que c'est justement l'intérêt que ATR vienne ici, par exemple, parce que c'est d'être en contact avec d'autres, des personnes qui ont d'autres problématiques, notamment la problématique de comment on vit après, comme le Mal-Ouestan ou quoi. Donc je vois pas pourquoi ça devrait être aussi le travail d'ATR. Pour moi, l'ATR, il a son taf, qui ensuite il va laisser la place aux autres. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, et je vois pas pourquoi il y a un débat là-dessus. Ouais, c'est pas forcément contradictoire. Après, il y a quand même la question effectivement de à quel moment on s'articule entre organisations. Sachant que l'ATR prend pas position sur pas mal de sujets. Mais effectivement, ça me paraît pas contradictoire de dire qu'il y en a qui vont détruire, qu'il y en a d'autres qui vont construire. Sachant, encore une fois, que dans la Terre, il y a déjà des gens qui construisent le monde de demain avec leurs bases arrière, en se réappropriant de l'autonomie. On a un camarade ici qui a fait un super atelier gravure sur bois. Voilà. On est déjà en train de préparer le monde de demain dans nos activités, mais c'est pas notre priorité. C'est peut-être celle d'autres organisations qui, justement, sont tout à fait complémentaires. D'où l'intérêt d'une culture de résistance, et pas juste de prôner la destruction immédiate. Mais il y a aussi sur la problématique de ne pas préparer ou après c'est juste que dans le discours enfin, j'ai pu en discuter aussi, mais c'est pas, il y a une différence entre dire ok bah c'est pas notre rôle ou de dire ok c'est pas notre rôle mais on cherche des collaborateurs quoi, par exemple pour préparer le monde d'après. Et aussi en fait le problème c'est qu'il y a des idéologies qui pourraient perdurer quoi, comme l'anthropocène etc. Et en fait même s'il y a plus par exemple, démantèlement total des industries, il n'empêche qu'il y a quand même genre aussi des grosses problématiques sur la suprématie humaine, un peu sur les milieux naturels, quoi, que ce soit en rapport aussi avec les animaux par exemple, mais aussi sur l'environnement en général. Et ça, c'est pas garanti que ça disparaisse comme ça avec juste l'éradication. Ouais, je suis entièrement d'accord. Alors, Anti-Tech Résistance offre aucune autre garantie que celle de pouvoir respirer de l'oxygène, boire de l'eau potable et cultiver des terres fertiles. Effectivement, c'est minimaliste. Ceci étant dit, si je devais rentrer dans une logique antispéciste que j'avais prévu de faire à la base, encore une fois, c'est pas maximaliste, mais je pense que la destruction du système techno-industriel libérerait un grand nombre d'animaux. Ça supprimerait l'élevage industriel, supprimerait la pêche industrielle. Pas artisanale, effectivement, on n'est pas dans la libération totale, mais on a une grosse réduction de je sais pas combien de milliards d'animaux par an qui mourraient pas, peut-être même par jour, je connais pas les chiffres. Mais oui, du coup, effectivement, il y a certainement des formes d'oppression qui vont perdurer après l'effondrement du technosystème tel que moi je l'espère, et que j'espère mettre en pratique aussi, c'est pas qu'une espérance. Donc ouais, il va rester des dominations, c'est sûr que nous on garantit pas de tout supprimer d'un coup. Honnêtement, ça serait mentir en fait que de dire ne vous inquiétez pas, on a la solution pour que toutes les oppressions disparaissent en un claquement de doigts. Malheureusement, ça va justement être un truc qui va être à régler pour les gens du monde d'après. Dans le contexte matériel actuel, on peut de toute façon même pas prédire à quoi ressemblera le monde de demain. Donc ça serait soit vous mentir, soit être un apprenti dictateur que de dire vous inquiétez pas. Non, je pas forcément. Non, pas encore.
Moi, je suggère juste une méthode de vocabulaire qui serait plutôt que de parler, pour cette stratégie d'échec en cascade de domino, plutôt que de parler de tout détruire, en fait, remplacer ça par stopper la destruction, qui est réellement ce qu'on ressentirait si on vivait dans 50 villes d'Inde où on a besoin de payer pour aller dans des magasins où on peut respirer l'air pur, ou si on vivait sur une île ravagée par l'extractivisme où tout est pollué et invivable. Ouais. Ou alors vivre dans une mine dans l'Allier qui nous pourrit notre santé, et où à ce moment-là on pourra parler de stopper la destruction. Et on se dira pas que ce sera dommage de perdre une mine dans l'Allier qui nous pourrit notre santé. Oui, non, c'est une bonne remarque, hein. Moi je parle d'autodéfense finalement. Je reviens parce que j'ai pas répondu depuis tout à l'heure sur cette question-là. Et je me disais, en fait, il y a deux choses qui sont peut-être à voir dans cette question. Donc, le premier, c'était le on, et je trouve toujours ça intéressant quand les gens disent, imagine qu'on prend le pouvoir, et j'ai toujours envie de dire, mais on, c'est qui? Les gens disent si, ou souvent, déjà, des fois, leurs gens, le on, c'est la France. Imagine, on fait ça, mais qu'est-ce que va faire la Russie? Et je suis en mode, oui, mais je sais pas, Robert, c'est qui on? Enfin, est-ce que. J'en sais rien, mais. Et l'autre point, c'est la révolution, quand tu dis. Je pense que dans tout ce que tu disais, enfin, d'une part, je pense que de toute façon, c'est même pas une question qui se pose vraiment. Parce que si on est un minimum réaliste sur les 20-30 prochaines années, ou même 50 prochaines années, je pense qu'il n'y aura jamais, disons, si on se dit qu'on est là, je sais pas, écolo, anti-tech, anti-tech, etc., il n'y aura jamais un mouvement suffisamment puissant de ce côté-là pour, disons, prendre le pouvoir d'État, comme tu le décrivais, que ce soit électoralement ou que ce soit par une révolution de cette façon-là. Et du coup, c'est pas forcément sur ça qu'il faut baser tous les calculs, sinon juste on fera jamais rien, etc. Et il y a quand même, et pareil, je suis pas tout à fait sûr, peut-être pour nuancer ce que tu dis, que l'idée que ATR ou n'importe quel groupe puisse un jour, ou disons dans des délais raisonnables dont on aurait besoin, c'est-à-dire 10, 20 ans, etc., faire quelque chose comme un démantèlement mondial du système industriel, je suis pas sûr que ce soit possible un jour, mais ça veut pas dire qu'il faut du tout rien faire. Mais c'est-à-dire que de toute façon, tout ce qu'on pourra faire comme but, ce sera défendre certaines choses, arrêter, comme tu dis, stopper des destructions en arrêtant certains types d'usines, certains types de machins, enfin, tout ce qu'on pourrait attaquer ou empêcher ou défendre, toutes ces choses-là. Mais ça sera jamais de toute... Enfin, cette question que tu posais, finalement, on n'aura jamais de quoi se la poser, finalement. Et ensuite, alors, dernier point, sur la révolution, je pense que le risque, quand je disais non-neutralité de l'État, et ce qu'on observe dans beaucoup de révolutions, c'est qu'essayer de prendre le pouvoir d'État, c'est juste se retrouver à avoir tous les problèmes de l'État qui convergent sur nous, et ça arriverait jamais à moi ou à nous, mais bon voilà. Et dans les révolutions russes, je suis pas le plus grand analyste de la révolution russe qui soit, mais il y a quand même un moment où on se rend compte qu'ils ont plein d'idéaux à un moment donné, et en fait, ils ont une guerre à mener, ils ont des choses à faire comme ça, et du coup, ils sont obligés, même si on a une guerre à mener, on est obligé de faire tout ce qu'il faut faire pour avoir une armée rouge qui fonctionne, et tiens, on a une concurrence internationale, donc on est obligé de faire tout ce qu'il faut faire pour avoir un État qui fonctionne dans la concurrence internationale et tout ça. Et du coup, finalement, ils recréent un truc qui est probablement pas du tout ce que beaucoup d'entre eux auraient souhaité comme monde idéal. Je pense que ni Lénine, Trotsky, etc. auraient vraiment voulu créer ce système très militarisé, très hiérarchique, très autoritaire, si on leur avait demandé ça 10 ans avant ce qu'ils auraient voulu. Mais les nécessités de l'État les obligent à faire ce genre de choses. Du coup, je pense que de toute façon, c'est pas souhaitable d'essayer d'être dans ce poste-là. Donc c'est pas une question qu'il faut se poser vu que c'est ni possible ni réellement souhaitable finalement. D'accord, mais dans ces cas-là, c'est quoi notre objectif? C'est quoi les marges de manœuvre qu'on a? Limiter le dégât, je dirais. Et comment? C'est la question générale, mais je sais pas, tout ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts. Quoi. Ok. Pas d'autres questions? Parce que là, toute ma trame est foutue en l'air. Ouais. Moi j'avais une question, je sais pas, je veux pas être hors sujet. Moi je me demandais à quel point on pouvait être légitime, ou est-ce que c'est pas l'utopie d'attendre des changements, notamment en termes de décroissance ou en termes de baisse d'économie au niveau de vie, sachant quand on voit les votes qui sont en faveur des milieux écologistes en France, ou quand on voit que la première attente des Français par exemple c'est une hausse du niveau de vie ou des rémunérations qui forcément engendre une hausse des émissions du CO2, quoi, qui va complètement à contre-courant de la décroissance. Très bonne question.
Je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression que c'est un peu aussi une des choses qui structure le monde militant entre les organisations qui décident d'assumer le fait que de toute façon elles seront jamais majoritaires au niveau de la population. Donc souvent des organisations d'action directe et illégales, mais qui décident que voilà, de toute façon elles pourront pas être majoritaires et qu'à partir de ce moment-là elles se considèrent comme une avant-garde nécessaire. Typiquement, que ce soit pour la survie de l'humanité, pour enfin faire changer les choses pour les animaux, ce genre de choses. Je pense à l'ALF, par exemple, sur lequel je vous ai fait une conférence hier matin. C'est typiquement une organisation qui avait décidé qu'ils n'auront jamais la majorité des gens derrière eux, qu'il y aura de toute façon très peu de chances qu'il y ait un jour la majorité des gens derrière la libération animale, et donc on n'attend pas que les gens se bougent et on décide d'agir avant. Et il y a, on va dire, l'autre partie en général de ces organisations, typiquement pour le monde animaliste ça serait PETA, mais il y en a pour toutes les causes, qui décident que non, le but du jeu c'est de réussir à convaincre une majorité de personnes qu'il faut changer les choses, et en plus dans une société qui est censée être démocratique, ça permettrait éventuellement de faire élire des partis politiques qui pourraient y changer quelque chose, ou en tout cas d'organiser des révolutions de manière plus légitime comme tu disais. Il y a des écueils dans les deux camps. Parce que le problème, c'est que déjà, envisager effectivement de faire une révolution avec une vingtaine de personnes pour caricaturer le truc, effectivement ça pose des soucis de légitimité. Mais s'imaginer que typiquement dans une société capitaliste où on n'a pas le contrôle des médias, où on n'a pas le contrôle des sphères politiques, où en fait on a le contrôle d'à peu près rien, sinon de nos corps, et encore, s'imaginer que dans ce contexte-là, on va réussir à convaincre une majorité de personnes qui en général sont déjà accablées par le quotidien, que si c'est une bonne idée effectivement de démanteler le tissu industriel. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour pas dire que ça va être impossible. Et en fait, là, on est dans ce genre de système de l'absurde où on se rend compte que la majorité des personnes est absolument persuadée qu'il faut continuer tout comme il faut, tout comme on est déjà en train de faire, alors que la majorité de personnes est aussi tout à fait consciente qu'on est en train d'aller droit dans le mur. C'est pas une question qui est simple à résoudre et j'avoue que je prétendrai pas avoir la réponse à ça. Moi, je pense qu'il faut pas lâcher les deux en fait. Faut assumer qu'effectivement, on n'aura pas la majorité au moment où on va décider d'agir. Faut aussi partir du principe qu'il peut y avoir des changements d'avis collectifs qui vont très rapidement dans les situations de crise, et ça c'est un truc qu'il faut pas oublier. Et puis il faut également pas lâcher le fait que le but du jeu c'est quand même de convaincre les gens qu'on a raison. Et là encore une fois je reviens à ce qu'on disait juste avant, sur le fait que c'est important d'avoir un projet de société qui permette de fédérer, ou en tout cas au moins des valeurs claires derrière lesquelles les gens peuvent se ranger. Mais c'est une vraie bonne question qui pour moi est sous-jacente à toute action militante, en tout cas quand elle commence. Merci. Peut-être, moi c'est un peu ce que je disais sur limiter les dégâts, mais je pense qu'il faut aussi sortir d'une espèce de logique binaire selon laquelle soit on gagne, soit on perd. C'est-à-dire que même quand on parlait des mouvements écolos, je veux dire, malgré tout ce qu'on peut dire sur l'échec des mouvements jusqu'à aujourd'hui, si j'imagine un monde où depuis les années 30, ou même avant, il n'y avait eu aucun mouvement écologiste ou aucun mouvement anarchiste du tout, je suis pas sûr que le monde serait mieux, et même je pense que le monde serait pire et j'aurais pas envie de ce monde-là. Et du coup, c'est pas parce qu'on va pas tout gagner et faire cette société parfaite, qu'on aura totalement planifié ou qui sera totalement idéale, autonome, permacole, etc. Que tout soit parfait et que ça on ne l'attend pas, qu'on a tout perdu. Et inversement, il y a des gradations de plus ou moins pire. Et dans n'importe quelle situation, même dans les pires moments de l'histoire, ou dans les pires moments de choses qui peuvent arriver, ça peut toujours être encore pire. Et cette différence-là entre plus ou moins grave, c'est déjà suffisant pour que ce soit extrêmement important de faire certaines choses et de se battre à certains moments. Donc en fait, même si c'est de toute façon, il y a à un moment donné un état qui sera hostile, de toute façon l'environnement est dégradé. Genre, le nombre d'espèces qui a disparu, on ne pourra pas les ressusciter, ou alors, je pense qu'il y a peut-être des technophiles fous qui imaginent qu'on va les ressusciter, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été détruites et perdues. Et pareil, je sais pas, tous les gens qui sont morts dans les génocides du XXe siècle, on va pas les ressusciter et dire c'est bon, en fait la modernité, on a tout réparé, tout va bien, tout est merveilleux. J'ironise, mais il y a beaucoup de choses qui ont été perdues et qui le seront encore, mais c'est pas parce qu'on gagnera pas tout à un moment donné qu'il faut pas faire des choses, parce que ça peut être vraiment pire que ce que c'est et que ce que ça pourrait être. Alors ma question c'était plus par rapport vraiment à la décroissance, donc je dis pas qu'il faut rien faire, mais est-ce que vraiment c'est pas utopique d'espérer des changements liés à la décroissance, notamment l'écroulement de l'économie par exemple, sachant que tous les autres ne veulent pas y aller, et je dis pas qu'il faut rien faire à côté. Mais peut-être que du coup il faudra peut-être se concentrer sur la côté plutôt que d'espérer qu'on va réussir à l'écouler alors que en fait c'est pas possible. Moi je dirais, je vous laisse ensuite juste très vite, moins de croissance, ce serait déjà, je sais pas, si tu avais un peu moins de croissance dans le monde, ce serait déjà mieux que la croissance qu'on a aujourd'hui. Moi je suis d'accord. Un petit peu de décroissance, c'est pas tout rien quoi. Moi je suis d'accord, hein. C'est peut-être les autres qu'il faut convaincre, quoi. Enfin, les 60 millions de personnes qui restent en France malheureusement, qui n'ont pas l'air d'accord avec cette idée quoi.
moi je vais pas répéter ce qu'a dit Mathis hein, sur le fait qu'avec les médias, non mais encore une fois on en revient toujours à la logique asymétrique. Convaincre 60 millions de Français, ça me paraît pas possible. Et je sais même pas si ça me paraît très souhaitable parce que si c'était l'objectif qu'on se fixait, ça prendrait des décennies. Il faudrait prendre le pouvoir de l'État et il y aurait forcément des conséquences catastrophiques. Même d'un point de vue des bases arrières, nous à Terre on constitue des bases arrières pour préparer les gens. Je suis pas en train de vous dire qu'il va y avoir 60 millions de Français qui vont pouvoir se nourrir avec nos bases arrières, ça serait vous mentir encore une fois. Donc c'est vraiment encore une fois ce que je dis, c'est pas sexy. Mais c'est matérialiste. Et on est vraiment dans une logique minimaliste de réduire les dégâts. Un truc qu'a dit Jean aussi, qui m'a fait tilter, c'est faut pas oublier que le réchauffement climatique, alors je me souviens plus du chiffre exact, hein, mais admettons demain, extinction rébellion réussie, 2025 plus d'émissions de CO2. Ouais, c'est mal barré. Je crois que le système le système climatique mettra environ encore un siècle minimum avant de se restabiliser. Donc, encore une fois, oui, je n'ai pas de société idéale à la clé à vous proposer, mais il faut arrêter le réchauffement le plus vite possible. Rien que le réchauffement le plus vite possible, parce qu'il va durer encore 100 ans. Et donc, alors sur les océans, il y a des inerties de plusieurs milliers d'années. C'est ça. La montée des océans, je crois que c'est ça. Rien que ce qu'on a fait aujourd'hui, Tu peux pas l'arrêter, la montée des océans. Donc voilà, encore une fois, logique minimaliste chez ATER, mais déjà arrêter ça et puis ensuite voir. Et effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas derrière des discours intellectuels à porter. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas chercher à convaincre, sinon je ne serais même pas là. Donc il faut chercher à convaincre. Maintenant, vu qu'on est dans une logique asymétrique et que moi j'estime qu'on sait où frapper, est-ce qu'il y a besoin de convaincre 60 millions de Français ? Et peut-être rajouter sur ça, sur convaincre, il y a aussi des degrés, quand je disais des degrés, désolé je suis très gradualiste aujourd'hui, mais il y a aussi, en fait je pense que même si les gens ne sont pas totalement convaincus, style, ils n'ont pas démissionné de leur travail de cadre quelque part, pour plein de raisons, et je sais pas, moi je connais encore des gens que je fréquente, des amis et tout, qui peuvent avoir encore des vies ultra conventionnelles, dans des trucs qu'on n'aimerait pas du tout, et même ces gens-là, bah, des fois en discutant avec eux, ou en ayant des idées, ou en voyant ce qui peut exister, ou ils se connaissent rien, tu vois, ils connaissent pas les idées démocritiques, ou ils pensent pas qu'on peut vivre en autonomie en faisant de l'agriculture, et leur parler de ça, c'est quand même s'ils seront pas convaincus, s'ils n'ont pas quitté leur travail, c'est quand même, je pense que c'est quand même bien que ces idées-là circulent et soient présentes chez ces gens sans qu'ils soient totalement convaincus, parce que quand on disait les basculements, qu'il peut y avoir des basculements d'opinion rapide, historiques rapides, je pense que ces basculements historiques rapides se font quand même en fonction de ce que les gens ont entendu. C'est-à-dire que le jour où ce serait vraiment ultra difficile pour tous les gens qui sont cadres dans des grosses entreprises, s'ils savent que tiens, il y a des gens qui vivent plutôt bien au Val-Ouestin, ou j'en sais rien, et bon, je dis ça, ils pourraient se dire tiens, peut-être que moi aussi je pourrais faire ça, et ça s'accélérera beaucoup plus si les idées ont déjà circulé. Et moi par exemple sur les idées anti-tech, etc., bah, ce qui est super important, c'est que pour beaucoup de gens qui en parlent à l'extérieur des milieux militants en tout cas, c'est même pas envisageable qu'on puisse, que cette critique de la technologie est même pas envisageable. J'ai eu des débats où les gens étaient, je sais pas, pro-nucléaire ou pro-énergie renouvelable entre eux, et leur dire qu'en fait on peut juste faire plus d'électricité ou genre vraiment beaucoup moins, pour eux c'était même pas... Ils étaient même surpris quand je disais ça en fait. Et ils me disaient, mais attends, si tu dis ça, mais du coup tu es pro-nucléaire ? Je disais, ben non. Là ils étaient en mode, mais du coup tu es complètement idiot ? Ben je disais, ben non en fait, on peut juste avoir moins d'électricité. Et ce moment où ils arrivaient à dire, mais si tu es ni pro-nucléaire ni pro-renouvelable, tu es complètement idiot, ça montre qu'ils avaient tellement d'implicites. Et quand même casser un petit peu ces implicites là, c'est aussi très important pour l'avenir, je pense, en fait. Et puis peut-être juste, pour finir, faut voir après s'il y a d'autres personnes qui vont réagir, mais en fait, on peut aussi inverser cette question de la légitimité. C'est-à-dire que oui, ça peut paraître étrange qu'une poignée de personnes se considèrent comme légitimes à changer la société, mais ça peut aussi paraître étrange qu'une personne qui est absolument convaincue de ses idées n'agisse pas vers ce qu'elle considère comme bien, sous prétexte que les personnes à côté d'elle ne seraient pas d'accord. Si jamais je vais vraiment à l'extrême, quelqu'un qui serait absolument persuadé qu'elle se comporte bien en Allemagne nazie aurait plutôt tendance à pas agir comme la majorité de ses copains. Mais même si jamais on est moins extrême, si jamais je prends le cas, je sais pas moi par exemple, ce que je connais, hein, voilà, un animaliste, un antispéciste dans les années 80-90, qui lit le bouquin de Peter Singer et qui se rend compte que oulala, en fait on est super brutaux envers l'ensemble des animaux dans la société, il s'agirait de faire quelque chose. Si jamais il commence à lire le New York Times, tous les articles lui diront que la communauté de véganes est en expansion, alors qu'en vérité tous les articles du New York Times donnent exactement le même chiffre sur 20 ans, sur le fait que cette communauté n'est absolument pas en expansion. Il y a forcément un moment où ces personnes-là vont dire non, il faut que j'agisse en fait, et je suis bien plus légitime à agir que je ne serais légitime à décider de ne rien faire en attendant que la majorité de la population américaine se bouge, sachant qu'à nos jours la population américaine elle a toujours pas bougé sur la question, ni la nôtre ni ailleurs.
Donc en fait je pense que même d'un point de vue de psychologie militante, c'est plutôt logique en fait qu'on en arrive à estimer qu'on est légitime à faire des choses qui nous semblent bien dans des sociétés qui nous semblent à ce point figées, quoi. C'est pour ça qu'on agit. Ok. Bah du coup, comme personne n'a vraiment, enfin en tout cas à côté de moi, personne n'a vraiment quelque chose à dire sur les perspectives et les modèles de société d'avenir, bah à part de... Ah bon. Vous venez de dire que en gros vous êtes juste limiter les dégâts et tout. Moi j'ai dit anarchisme paysan, mais Ouais. dans un monde idéal. Ouais, c'est ça, ok. Ok, mais du coup dans un monde où on prend en compte les conditions matérielles, du coup non, ce serait pas la solution. C'est pas prévisible en tout cas, ça serait D'accord. l'ancien. Ok. Et du coup, bah, je voulais poser la question au public justement, est-ce que vous avez des choses qui vous animent, des imaginaires comme ça, qui vous guident politiquement dans des modèles de société, si vous êtes aux commandes d'un État planificateur? Sans être aux commandes d'un État, j'essaye de travailler sur la démonétisation des rapports au niveau local. Et d'où mon travail sur un groupe d'entraide, avec entraide de nom. Parce que pour moi, la mère des industries, c'est l'industrie financière. Et je pense que c'est la base de tout l'esclavage lié à la propriété qu'il y a derrière. Et la question, c'est comment on sort de ce cercle qui, de génération en génération, rend les gens esclaves de cette réponse financière. Ok, et du coup, comment tu comptes y parvenir? Qu'est-ce que tu fais? J'y travaille, tu sais, trouver des systèmes où tu sors l'argent des échanges humains, où tu rentres dans des tropes qui sont différents, où tu essayes de... ce qui a été fait ici, par exemple, quand des jeunes se construisent des maisons eux-mêmes et qu'ils arrêtent de pourvoir à du crédit qui repart sur les banques, on est dans une certaine manière sur une démonétisation de nos espaces de vie et de nos façons de vivre. C'est complètement compatible avec le fait de paysannerie locale qu'il faudra réfléchir à financer. Je participe par exemple à Terre de Liens, qui rachètent des fermes un peu partout pour permettre à des jeunes de s'installer. Je trouve que ces mouvements-là sont importants parce qu'ils resanctuarisent des paysages ou des lieux et font en sorte qu'ils sortent de cette pyramide de Ponzi des banques sur nos vies, sur nos maisons et sur nos territoires, qui est le système principal pour les banques pour tenir. C'est ma petite échelle. Ça reste local. Ouais. Justement, parlant de petite échelle, personnellement, j'aimerais bien. Je me dis, quand on regarde un peu les histoires, pour ceux qui sont plus historiens, qu'un grand empire, il se décompose, il se réunifie, etc. Et que ça se modifie dans le cours du temps. Et que, comme on voit que le fait qu'il y ait un président à la tête d'un État, c'est un peu devenu obsolète. En tout cas, la République qu'on connaît depuis 100 ans, enfin même pas encore 100 ans, et non plus défendre le fait qu'on impose à des personnes qui n'ont pas le même style de vie une seule chose. Je trouve ça... les gens du Pas-de-Calais ils vivent pas comme ceux de Marseille et imposer la même chose, je trouve pas ça très cohérent. On peut avoir des lignes communes comme des lignes différentes et c'est déjà ce qui est fait dans le feuillage député, ministre et tout ça, mais le faire de manière moins de pouvoir à un seul chef, mais du coup donner plus de pouvoir aux localités et que chacun à son échelle ait plus de facilité si une région veut avoir sa propre monnaie ou si une région veut être très militaire. Si une région veut être plus industrialisée ou une autre pas du tout, ça peut être plus son choix avec les habitants qui connaissent leur terre et leur pays, et que dès qu'on parle de la France, l'Europe, le monde, ça donne un peu le vertige à des personnes qui sortent pas de chez eux ou qui se disent bah moi je suis geeky dans tout ça,
Et j'ai aussi les personnes un peu qui s'intéressent au monde, il faut aussi qu'on parle d'eux. Quand les gens ils adorent qu'on parle d'eux, donc on s'intéresse à eux. Et justement, si on parle si on utilise un peu leur petite fierté locale, ça peut être bénéfique. Bien sûr, il y a des directions où c'est néfaste, mais on peut s'en servir pour que le local soit une force. Et que, en fait, l'idée c'est pas non plus de détruire tout ce qui a été fait, mais de le réinventer. C'est-à-dire que bon, on voit que le président ça marche plus, on va voir en dessous qu'est-ce qui marche. Bon, ça marche pas non plus, on va voir ce qui marche encore en dessous. Ah là, ça marche un peu. Et ça marche mieux dans telle région, mais pas dans d'autres. Bon, est-ce qu'il peut y avoir une réinvention de partenariat? Parce que aussi, ce qui a fait naître un peu la mondialisation, c'est si on commerce tous ensemble des sources communes, ça va faire un peu la paix. Mais on a vu qu'il y avait des limites. Et on peut toujours le faire, mais à l'échelle déjà de la France ou d'une région. De voir déjà une micro-mondialisation, mais déjà française ou régionale, voir déjà ce qu'on est capable avec nos ruisseaux, parce que si on pense au monde, je trouve que ça peut donner déjà le vertige à plein de gens. Ouais. Pour rebondir là-dessus, il y a un truc, à la fois je suis assez d'accord avec ce que tu disais sur anarchie paysanne, je trouve que ça sonne très bien, et ces modèles-là, et l'idée de paysannerie, je pense à l'idée aussi d'autonomie, etc., de Aurélien Berlin, etc. Il y a des choses qui sont quand même très intéressantes et qui sont explorées assez récemment aussi finalement. Et quelque chose que je retiens, là-dedans, il y a quand même cette idée de laquelle en ayant fait un peu d'anthropologie dans mes études et pour ma thèse, etc., il y a une des caractéristiques du monde actuel, c'est aussi qu'il y a une énorme uniformisation du monde. C'est globalement, où qu'on aille sur Terre aujourd'hui, on est dans un état-nation qui a un drapeau, une devise, un hymne national, des juges, une monnaie, et je pourrais faire une liste énorme de choses, et sans doute, je sais pas si on trouve des pays du monde où il n'y a pas, de McDo, peut-être très très peu, genre la Corée du Nord, et globalement il y a quand même une uniformisation, et tout le monde a des t-shirts. Je sais pas si vous avez des images d'ethnologie récentes, mais on voit les gens en Amazonie en train de faire du tressage, ils ont des t-shirts qui viennent de l'industrie occidentale, quoi. Enfin, ça doit être très très rare de trouver des endroits, même dans les peuples qui vivent encore peu étatisés, peu marchands, etc., qui n'ont pas eu tous ces objets aussi, et c'est pas si grave que ça en soi. Mais une des choses qui est assez triste pour beaucoup d'anthropologues, et je pense à Lévi-Strauss, etc., sur tout ça, c'est d'avoir vu cette énorme perte de diversité du point de vue social, culturel dans le monde. Et finalement, dans ces modèles-là, est-ce que vraiment... anarchie paysanne, c'est très bien, et moi je suis d'accord, mais c'est bien aussi de se dire qu'il n'y aura peut-être pas le même modèle parfait qu'on aura trouvé, où on fera la même sorte, j'en sais rien, de permaculture dans chaque endroit, et que ce sera pareil au Japon et pareil en France. Je me place pas à court terme, là, je me place vraiment dans l'utopie lointaine et tout ça. Et c'est des questions qui se posent, qui sont assez compliquées, et de toute façon, c'est pas des questions que je me pose au quotidien, et il faut forcément se poser, mais admettre par exemple que c'est peut-être mieux, je suis pas sûr de trouver mieux que tout le monde soit partout dans la société anarchiste parfaite, identique, qu'il y ait certaines différences, y compris des endroits où les sociétés sont peut-être un peu plus, verticales, ou avec des religions qui sont un peu plus, de telle ou telle façon, parce que cette diversité, c'est quand même quelque chose qui était aussi très chouette dans l'humanité quand on la regarde jusqu'à aujourd'hui. Bon, même si on peut quand même accepter qu'il y a tout un tas de trucs qu'on préfère enlever de cette diversité-là dans tout ce qui a existé jusqu'ici, quoi. Bien sûr, mais voilà. En vrai, je suis à la fois d'accord avec toi et en même temps je trouve que ça part... éventuellement ça peut lancer sur un postulat un peu négatif quand en fait on regarde au niveau de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que justement le fait qu'on soit allé vers une uniformité, en fait ça me questionne sur notre capacité à ne pas faire systématiquement ça. Et de repartir en fait, si jamais la donne était, on va dire, relancée à zéro et qu'on se retrouvait à nouveau avec plein de communautés diverses, et en partant du principe que ces communautés diversifiées se sont pas structurées autour d'un projet politique commun, au moins elles s'entendent sur le fait de ne pas se mettre sur la gueule. Je suis quand même assez dubitatif sur la capacité de notre humanité en fait à, au bout d'un millénaire, ne pas avoir recommencé à avoir un même système qui en gros se propage petit à petit, tout simplement parce que si jamais vous avez décidé de vivre dans la paix mais que votre voisin il vous tue, vous êtes obligé de commencer à militariser votre société, et puis en fait en militarisant votre société elle va vachement ressembler à celle de votre voisin, et puis le voisin d'à côté il commence à se dire que vous êtes super dangereux, donc il va se mettre à faire la même chose. En fait je me pose la question, mais là c'est des questions d'anthropologie, je suis vraiment pas assez calé pour répondre à ça, mais quand je t'entends en fait je suis assez d'accord avec toi, et en même temps je me dis mais est-ce que du coup c'est possible de réussir à maintenir
peut-être dans un monde où il n'y a plus de technologie, peut-être, hein. Mais est-ce que c'est possible de réussir à maintenir une certaine forme de diversité au niveau mondial, même sur un temps long? Et encore une fois, sans le projet politique commun de toutes les sociétés, de ne pas recommencer à faire n'importe quoi. Sur le temps long, et si on survit aux 2 prochains siècles, disons, ce qui est assez chouette. Voilà, ce qui est assez chouette de ce point de vue-là, et quelqu'un l'a dit sur le. J'ai entendu quelqu'un dire ce que je vais dire là sur les 2 jours, enfin, c'est quelque chose que j'avais déjà pensé, mais quelqu'un aussi l'a formulé il y a quelques temps. Et ce qui est bien, c'est que finalement, tout ce qui a permis tout ça, l'expansion, c'est genre le pétrole, le charbon, et aussi les métaux, etc. Mais en fait, on les a extraits en surface, et aujourd'hui, si j'aime. C'était toi qui l'avais dit. Voilà, bon, bah, merci, j'avais du coup. Mais une fois que c'est extrait en surface, on peut pas. Genre, à une époque, on donnait un coup de pioche et on faisait sortir du pétrole. Et aujourd'hui, il faut des plateformes pétrolières offshore géantes quelque part. Et on peut pas, si on est un groupe, je sais pas, de paysans quelque part en Bretagne ou n'importe où, se dire tiens, on va construire dans ma forge, je vais construire artisanalement une plateforme pétrolière offshore et on va aller retrouver le pétrole là où il est maintenant. Et comme le pétrole sera plus accessible, vu que tout ce qui a été pris de façon accessible a été déjà extrait, on pourra sans doute plus le faire. Et pour les métaux, c'est pareil. Bon, il y a énormément de métaux qui ont été extraits, donc il y a énormément de métaux. Je pense que le recyclage des métaux a un avenir infini devant lui. Mais en même temps, reproduire autant de métaux et même faire les guerres par le passé, ce qui est intéressant, c'est qu'avant l'âge de bronze, globalement, et j'entendais, je crois que c'était. Corneille n'est pas là, mais parler de l'agriculture comme problème. Bon, il y aurait tout un débat à donner là-dessus. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que les sociétés agricoles deviennent hiérarchiques, étatiques, violentes depuis à peu près 5000 ans, on va dire. L'âge de bronze et le moment où il y a le bronze qui se diffuse, notamment, qui rend possible d'avoir. En fait, avec le bronze, on peut avoir une personne armée avec une armure en bronze et des armes qui peut être plus forte que. Genre, je sais pas, là, si je suis là avec une armure en bronze et des armes et que vous en avez pas, je peux quasiment me battre contre tout le monde, globalement. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, mais il y a un écart de puissance qui devient très très fort. Et par contre, sans ça, avant ça, sans le bronze, si j'ai juste, genre, je sais pas, une lance en bois, c'est beaucoup plus difficile. Et pendant 5000 ans, donc ce que je voulais dire, alors je me disperse, mais pendant 5000 ans, il y a eu des sociétés agricoles qui étaient des sociétés agricoles, mais qui marchaient sur un mode plus ou moins donc, néolithique, mais qui marchaient donc sans État, et qui semble, donc de ce qu'on peut connaître, c'est-à-dire pas grand-chose, assez égalitaire. C'est-à-dire que c'est des villages où toutes les maisons sont pareilles, il n'y a aucun signe ni d'armement, ni de fortification, ni de culte du chef ou de choses comme ça. Et tout ça à l'âge de bronze. Et du coup, peut-être que si l'absence de métaux, ça peut être positif pour certains côtés. Pour nuancer ça, ce qui est aussi grave, et c'est ce que dit Georges Kourgan, je ne sais pas si vous connaissez, qui était un économiste théoricien de la décroissance, qui disait que. Enfin, il y a une phrase qui dit chaque fois qu'on construit aujourd'hui une voiture, par exemple, c'est des charrues en moins pour l'avenir. Et si on réfléchit sur le très très long terme, et c'est peut-être absurde de réfléchir à aussi long terme, mais finalement, tous les métaux qui sont gaspillés aujourd'hui, bah, c'est aussi des métaux qu'on n'aura pas dans très longtemps, vu que la quantité de métal sur Terre accessible est quand même strictement finie et limitée. Si l'humanité survit très longtemps, on aura plus tous ces métaux-là pour les petits usages des métaux où c'est quand même super bien d'en avoir. Et du coup, c'est peut-être un peu moins bien. Et si vraiment l'humanité survit sur des milliers et des milliers d'années, j'imagine qu'à un moment, on sera obligé de revenir à une civilisation du bois, par exemple. Je sais pas. Pour parler des métaux, en fait, les seuls métaux qui sont critiques actuellement, c'est ceux de la technologie, en fait. C'est ceux de la technologie, téléphone portable, etc. Parce que les métaux anciens, qui sont des technologies pour faire des haches et pour travailler comme on travaillait autrefois, c'est-à-dire le fer, c'est 70% de la planète. Quoi. Mais dans les conditions actuelles d'extraction. Donc on n'a pas de souci d'extraction de fer, même pour des millions et des millions d'années. Les seuls métaux qui sont critiques, c'est les cuivres et les métaux particuliers qu'on nous vend comme nous donnant la solution de la transition écologique, alors qu'on n'en a pas du tout pour la faire. Il y a quand même la question des conditions d'extraction. Aujourd'hui, on extrait... C'est complètement... Et tu vois, ce que je veux dire, c'est que si tu fais une société qui est complètement décroissante et qui revient à des trucs basiques de charrues, etc., le nombre de métaux utiles, il devient plus qu'un, c'est l'acier pour avoir les outils du travail d'autrefois, on va dire. Tous les autres métaux dont tu as besoin, titane, machin, etc., ne sont liés qu'à l'industrialisation de haute technologie, et ils deviennent inutiles dans une société de post-croissance. Moi du coup Jean a dit tout ce que je voulais dire, qu'il s'agisse de la diversité culturelle, effectivement, qui est un sujet très important pour la Terre,
le retour à une certaine mosaïque française et mondiale, notamment au point de vue des langues. Donc ouais, la diversité culturelle et puis tout ce que tu as volé à Javel sur la raréfaction des métaux qui rendait... Raréfaction des métaux, non mais c'est hyper positif, qui rend impossible la récréation d'un système techno-industriel, en tout cas pas aussi écocidaire que celui-là. Ouais, bah, c'était tout mon argumentaire, donc bienvenue à Terre. Il essaye. C'est local. Aussi, du coup, pour revenir sur la question que tu avais posée au public, au niveau de l'organisation du monde d'après, perso, moi je le vois pas du tout. Par contre, je pense voir comment il peut émerger éventuellement. Dans le sens où derrière, actuellement, l'idéal c'est surtout de construire actuellement, c'est pas d'essayer de détruire. Construire par exemple des lieux comme celui-ci, des organisations, des collectifs, faire des coopérations entre collectifs et tout, et à partir de là, en fait, va y avoir d'une part une organisation sociale qui va émerger, va y avoir d'une autre part un imaginaire qui va aussi émerger. À partir de là, quand va y avoir une suffisamment grande construction qui va être faite, c'est à partir de là qu'on peut faire le putsch pour prendre le pouvoir. Quand je dis faire le putsch, ça veut pas dire violence et tout, ça peut, mais pas forcément, ça peut aussi se faire de manière naturelle. Et à partir de là, en fait, cette organisation-là qu'on aura construite, elle sera normalement viable et on pourra l'appliquer de manière globale. En vrai, moi j'ai tendance. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que je pense que c'est deux mouvements. C'est très clair que ça sert à rien de se mettre. Enfin, ça sert à rien. Ça me paraît plus simple, mais même encore une fois en termes de stratégie, de construction militante, ça me paraîtra plus simple d'essayer de construire quelque chose en même temps que tu essaieras de détruire autre chose. Un truc par contre où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il faut pas s'attendre à ce que ce soit nos constructions qui amènent un point de rupture avec notre ennemi, à savoir là pour le coup, pour le faire très vite, l'État ou le capitalisme. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, et d'ailleurs c'était pas que les gens n'avaient rien à perdre, c'est qu'ils avaient tout à perdre. Je veux dire, le capitalisme en tant que tel, ou les capitalistes, ou voilà, peut-être qu'on les appelle, ils ont tout à perdre à ce qu'on commence à faire autre chose que ce qu'ils ont prévu. Et faut pas s'attendre à ce que ces gens-là nous laissent continuer de construire longtemps des écolieux ou je ne sais quoi, si jamais ça commence à les embêter. Le Mal-Ouestan c'est mignon, mais le jour où l'État décide, que c'est potentiellement une plateforme de recrutement pour tout un tas d'organisations qu'elle n'a pas envie, ou deux, une plateforme de formation pour tout un tas de compétences qu'elle n'a pas envie que sa population acquiert, ou trois, juste un lieu qui a des ressources foncières qu'on a envie d'acquérir, mais le Mal-Ouestan disparaît en 10 secondes. Et ça c'est vrai dans n'importe quel pays, qu'il soit démocratique ou pas, et il faut pas s'attendre à autre chose. Donc je pense que on peut pas envisager toutes ces questions-là sans garder en tête le fait que la destruction, encore une fois, du système contre lequel on se bat, va devoir advenir avant que nous on ait vraiment réussi à construire un société de projet alternatif, parce que tout simplement, on n'est pas dans un monde où un projet de société alternatif peut émerger. Ça fondamentalement, j'y crois pas. On peut pas cohabiter, en fait, tout simplement avec le capitalisme. Voilà. Ouais, moi je ferai une phrase parce qu'en fait. Non, mais encore une fois, Mathis est très pertinent aujourd'hui. Donc, non, mais je vais te répondre en une phrase. En fait, quelle que soit ta conviction, Elle a du mal à tenir la main. il n'y a aucun programme applicable dans un monde à plus 10 degrés en fait. Donc, même le Mal-Ouestan. Ouais, moi une histoire que j'aime bien, c'est. Tu verras, c'est au début, je trouve que c'est pas. C'est. Je spoil. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un groupe de militants, je crois justement. Ils voulaient trop faire le monde de demain post-nazi. Et ils ont passé des mois, voire des années à prévoir un peu leur société. Au lieu de chercher à stopper les nazis. Et juste, en fait, je crois qu'ils sont juste fait buter sans jamais avoir pu appliquer leur société post-nazi. Parce que, c'était pas la priorité sur le coup. Ils n'ont pas laissé le choix. Ils ont amené la sécurité sociale quand même. On parle des mêmes gens ? Je sais pas, peut-être pas en fait. Mais c'était aussi des gens comme ça qui travaillaient, qui faisaient juste ça quoi, sur le monde d'après. Mais j'ai pas, c'est peut-être dans le faux spectrum aussi. En tout cas, t'aurais pas eu la sécu et les services publics qu'on a en France si on n'avait pas vaincu le nazisme. Il y a quand même la destruction qui précède à la construction de l'utopie. Oui, mais il y a quand même quelque chose, c'est pour dire qu'il y a quand même quelque chose qui est sorti qui sert un peu. Sur les ans du nazisme en France, on parle beaucoup de la résistance, mais s'il n'y a plus de nazisme, c'est parce qu'il y avait d'autres pays, les États-Unis, etc. Enfin, c'est pas du tout la résistance interne qui a fait grand-chose finalement. Il fallait nous laisser un peu de temps et y arriver. Aussi une question. Oui, bon, la Russie.
Tu regardes. Une question qui est liée à tout, c'est aussi que à l'époque, plus. Je sais, mais je sais que t'aimes pas quand on dit que primitif c'est forcément passé. C'est qu'aujourd'hui on est 8 milliards, quand il y a quelques années on était 6 milliards. Enfin, l'an 2000 on était 6 milliards, là on est 8 milliards. Et même pour la population française, on n'était pas du tout cette proportion, même régionale, etc. C'est-à-dire que même si on développe nos alternatives, là, on est 20 personnes au Mal-Ouestan. Après, si on réussit 100 personnes au Mal-Ouestan, comment est-ce que c'est gérable, pourquoi et tout. S'il y a un deuxième lieu alternatif qui se met juste à côté, qui a 20 personnes, puis 50 et 100, et que ça va faire plein de petits villages un peu partout, et que ça va faire des micro-agglomérations de gens, juste la question que je me pose, c'est comment on gère des micro-masses de gens, et puis même si on a ces lieux alternatifs, qu'est-ce qu'on va détruire des villes pour comment aussi on réinvente l'intérieur des villes qui sont actuellement très capitalistes et tout ça. Est-ce qu'on est prêt à détruire des immeubles ou à juste les réinventer, ou est-ce qu'on garde des monuments, des usines qui seront à l'abandon pour effacer cette histoire, ou pour la garder pour pas que ça recommence, comme la question juste de la statue de Napoléon qui rappelle des mauvaises choses qu'on fait. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est juste gérer des masses, parce que si on est de plus en plus nombreux à être d'accord, à se dire on va dans cette alternative ou celle-ci, plus on est nombreux, plus il va falloir gérer les gens. Et de toute façon, je connais quelqu'un, même on est peut-être d'accord que l'anarchie ça se gère, ça s'organise, et que justement, si ATR, là on est 20, on est plus nombreux aussi, ça se gère de justement cette diversité. On sera tous d'accord, mais avec toutes les diversités, comment on va faire cohabiter avec un seul objectif, ou avec justement comment on fait cohabiter des communs et des différences alors qu'on a une masse grandissante, déjà si on y arrive. Mais si on imagine le monde de demain, il faut imaginer avec la masse de gens qu'on peut avoir, aussi d'accord que pas d'accord. Pour le monde de demain, je vais voir ça avec Mathis. Moi j'écris juste. Je vais te laisser parler pour une fois. Non, mais il n'y a pas de gestion. Sur les villes, juste sur ce que tu disais sur les villes, ce qui est sûr, c'est que si on veut refaire des sociétés paysannes, il faut ramener des gens dans la campagne, et surtout les campagnes désertifiées. Et donc, par ailleurs, il faudra faire décroître les villes. Et moi, un chiffre que je trouve intéressant sur ça historiquement, avant le pétrole, avant la révolution industrielle, disons avant 1800, il y a eu peut-être un tout petit nombre de villes, peut-être moins d'une dizaine dans l'histoire, qui ont atteint 1 million d'habitants. En gros, c'est Rome à l'époque impériale, c'est 1 million d'habitants. Bagdad, Abbasside, à un moment donné, c'est 1 million d'habitants. En Chine, il y a aussi une ville qui a atteint 1 million d'habitants. Et c'est à peu près le seuil que peuvent aussi atteindre certaines grandes villes européennes, s'en rapprochent. Et pendant longtemps, au Moyen-Âge, il y a quelques villes de 100 000 habitants en Europe. Genre Paris, Venise, etc. font 100 000 habitants, et c'est les 3-4 plus grandes villes d'Europe. 100 000. Aujourd'hui, je sais pas combien on a de villes d'un million d'habitants dans le monde. Je pense qu'on en a des centaines, voire des milliers. Des villes de plus de 100 000 habitants, même en France, on en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et du coup, forcément, c'est possible parce qu'il y a la capacité énergétique par le pétrole de faire circuler les ressources alimentaires et tout ça. Quand je dis que Rome faisait 1 million d'habitants, il y avait des bateaux qui partaient de Tunisie, qui partaient d'Égypte, qui partaient de plein d'endroits de Sicile pour amener du blé à Rome. Et c'était possible parce qu'il y avait des bateaux. Mais c'est sûr que des villes aussi grandes qu'aujourd'hui, sans industrie, sans pétrole, etc., c'est pas possible. Et tant mieux parce qu'il y a besoin de gens qui retravaillent la terre, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus rien, il n'y a plus que des machines. Et si on veut faire du bio, il faut des gens pour désherber, il faut du monde, quoi. Mais du coup, le problème c'est que là il y a beaucoup plus d'habitants sur Terre qu'à ces époques-là. Quel impact ça aurait en fait de faire sortir tout le monde des villes et de les remettre dans les campagnes, quoi. Par exemple, quand on prend des pays comme l'Inde,
Bah forcément, déjà que les espaces actuels, ils sont, notamment pour la faune sauvage, enfin, la biodiversité en général, sont assez restreints. Est-ce que, même si, admettons, bon bah, ok, les monocultures, etc., l'agriculture industrielle devrait s'arrêter, mais il y aurait quand même besoin de grandes surfaces cultivables et en plus de fournir encore plus d'habitations dans les campagnes, quoi. Tout le monde ne pourrait pas avoir son jardin, son potager. Oui. Il y aurait besoin de peut-être faire de... Enfin, voilà, il faudrait en plus loger les gens dans des milieux ruraux encore plus... de manière encore plus... Si on prend les chiffres de façon diachronique ou synchronique, c'est-à-dire genre dans l'histoire ou aujourd'hui, globalement, l'impact écologique d'un pays ou d'une population est assez proportionnel à son taux d'urbanisation. C'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui quels sont les pays les plus urbanisés du monde, c'est aussi les pays qui ont l'empreinte écologique la plus élevée. C'est style Australie, États-Unis, Qatar, etc. Vous pouvez regarder la liste, globalement c'est les mêmes. C'est les pays les plus urbanisés en pourcentage, c'est ceux qui ont la plus grosse empreinte écologique. Et si on regarde les pays les plus ruraux, c'est aussi ceux qui ont l'empreinte écologique, donc par habitant, la plus faible. Et si on regarde dans l'histoire, c'est pareil, c'est-à-dire globalement, plus on a urbanisé les pays, plus leur empreinte écologique globale s'est accrue. Donc en fait, c'est pas parce que les gens sont concentrés dans une ville, c'est juste que leur impact est énorme, mais il est lointain, il est ailleurs, mais finalement il est quand même plus grand que s'ils étaient... si la France, on avait que des gros villages et tout ça, je pense qu'il y aurait très probablement... Enfin en tout cas, rien ne permet de dire qu'il n'y aurait pas moins d'impact qu'aujourd'hui. Et même au niveau actuel, dans la France, si on compare, l'empreinte écologique d'un habitant de Paris en moyenne, alors j'avais les chiffres, mais c'est quelque chose comme 25% supérieur à la moyenne nationale. Il y a d'autres facteurs sociaux, etc. Mais du coup, il n'y a quand même pas grand-chose qui permet de supposer que les villes permettent de diminuer l'impact écologique d'une vie d'une personne, ne serait-ce parce qu'il faut déplacer. Il y a toujours moins de déplacements à faire si tu vis à côté de là où on produit ce que tu manges, que si on doit tout centraliser dans un endroit. Juste pour l'empreinte écologique, t'entends quoi, les émissions carbone ou... Bon, par exemple, émissions carbone globaux, ça dépend comment on essaie de le mesurer. Mais, Importation nécessaire du coup, parce que t'as bousillé toutes les ressources de chez toi. Moi je vais répondre avec un chiffre, même si forcément les chiffres faut s'en méfier. C'est selon le géographe Guillaume Faburel, qui a écrit Métropole barbare, je crois, ou Ville barbare, quelque chose comme ça, qui parle beaucoup de l'impact de la ville sur l'écosystème et sur la psyché humaine. Pour dire autrement, la ville n'est pas neutre, comme l'État, comme la technologie. Il a fait un calcul selon, donc c'était il y a quelques années, donc on n'était pas exactement autant qu'aujourd'hui, mais bon, les chiffres n'ont pas non plus évolué à ce point-là. Mais en gros, selon lui, il y a largement assez de terres arables en fait, pour toute l'humanité. C'est-à-dire qu'il a fait un calcul. Apparemment, il y aurait 13 000 m² par habitant de terres cultivables. Il faut maximum 4 000 m² par personne pour atteindre l'autosubsistance. Donc, apparemment, il y aurait assez de terres fertiles encore dans le monde d'aujourd'hui. Il faut imaginer aussi, justement, si en ville. Alors là c'est du boulot, hein, mais on désurbanise, je crois que ça fait partie du projet de l'atelier paysan d'enlever le béton, littéralement, au soulèvement de la terre, d'enlever le béton. Donc en fait si on pense à tout aussi, les élevages industriels, en fait tous les endroits tout en fait qu'on peut défricher, refricher, débétonner, etc. En fait avec un petit peu d'imagination et beaucoup de temps libre, et on en aura sur Netflix, je vous l'assure. En fait ça me paraît pas improbable, même si je mettrais pas tous mes copecs dessus, mais c'est possible en fait de nourrir une bonne partie de l'humanité, peut-être même une énorme majorité, en se réappropriant des terres qui ont été laissées à l'abandon ou qu'on pourrait se réapproprier, pour utiliser un terme à la mode. Et en vrai, juste très rapidement du coup, mais dans une perspective antispéciste, très clairement, le fait justement de se débarrasser de l'élevage, et surtout de l'élevage industriel, c'est aussi ce qui va nous faire gagner énormément de terres, ce que tu le citais rapidement, mais en fait le nombre de terres qu'on perd, non seulement avec l'élevage évidemment, mais surtout avec les quantités de champs qu'on est obligé d'avoir en monoculture pour produire de la bouffe, tout pourri pour les animaux qui sont dans nos élevages intensifs, ça c'est une perte massive en fait au niveau du foncier. Donc vous retirez ça en fait et vous décidez que tous ces champs de monoculture, bon déjà vous en faites quelque chose d'un peu plus sympa, et puis au-delà de ça vous décidez que ça va nourrir des êtres humains au lieu de nourrir des animaux par millions. Effectivement là vous avez de quoi nourrir bien plus de personnes que ce qui était prévu à la base quoi. Donc ouais. Est-ce que tu veux rebondir ou sinon il y avait... Ok. Tu voulais rebondir aussi? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont répondu à la question que j'allais poser là, dans vos interventions, mais ma question de base c'est qu'est-ce qu'on fait des villes qui sont quand même des espaces assez massifs et je doute de... Enfin, j'ai pas forcément les clés non plus, mais je suis pas sûr que ce soit des surfaces qui soient entièrement réutilisables, notamment pour cultiver et de l'impact qu'on pourra avoir aussi sur le sauvage si on déplace toute la population dans les campagnes.
parce que je suis pas sûr que le fait qu'il y ait énormément de terres cultivables, je suis pas sûr que ce soit une justification suffisante pour qu'on la cultive entièrement. Et vis-à-vis justement du sauvage et de ce qui est appelé terre à l'abandon, qui est souvent un type de vie quoi, aussi. Bah, ça renvoie à un excellent article dans le deuxième numéro de Takakia, je crois, un article en 4 pages sur est-ce qu'il faut uniquement des terres fertiles ou est-ce qu'il faut laisser de la place à la nature sauvage. À terre, on est plutôt dans la deuxième réponse. De toute façon, moi je me répète, hein, mais c'est pas à terre de créer le monde de demain, c'est à nous tous collectivement. Et donc on va voir, en fait, on va déjà faire avec le contexte matériel actuel. Et ça me semble quand même une bonne question à poser sur est-ce qu'il faut absolument se réapproprier des villes pleines de béton, est-ce qu'on ne peut pas aussi les laisser à l'abandon qui pourraient redevenir des foyers de vie sauvage. C'est une bonne question, encore une fois, c'est pas spécialement à moi d'y répondre, pas du tout, je suis pas légitime. Et je rajouterais quand même que c'est une question aussi qui est très, très tendue, en fait, parce qu'on est quand même en train de dire est-ce que les terres fertiles c'est prioritaire, est-ce que nourrir l'humanité c'est prioritaire à laisser des espaces de vie sauvages. Moi je suis pas apte à juger qu'est-ce qui est le plus important entre un être humain et un animal, donc je vais laisser Mathis répondre à la question. Moi, ce qui est biaisé dans la poser la question, c'est qu'on dirait que les gens des villes ne mangent pas. En fait, c'est pas parce que les gens sont en ville qu'ils n'ont pas d'impact sur les terres. C'est-à-dire que les gens qui sont en ville, ils ont aussi besoin d'agriculture pour manger. Et souvent même, non seulement ils ont besoin d'agriculture, mais en plus ils ont besoin de tout un tas d'infrastructures, de centres de logistique, de silos, de machins, etc., qui prennent l'emprise au sol pour pouvoir concentrer sa nourriture. Et je veux dire, qu'ils soient en ville ou à la campagne, il y a besoin de terre pour les nourrir. Ce débat est intéressant, mais c'est pas le débat ville-campagne, c'est un autre débat finalement. Et à la limite, il y a le bâti, mais le bâti, il y en a beaucoup. Et il y a aussi, quand on regarde en France par exemple, on a fait que dédensifier l'occupation du bâti depuis très longtemps. Et quand on regarde le volume de résidences secondaires qu'on a par exemple dans les campagnes, etc., avant qu'on épuise beaucoup d'urbains ont des résidences secondaires, voire plusieurs résidences secondaires, qui sont souvent immenses par rapport. Et le nombre, en général, moi dans les campagnes, je sais pas, le nombre de gens que je vois qui sont âgés, c'est pas leur faute, mais je voyais ma grand-mère, qui ils vivaient dans une maison avec 3 enfants à une époque, et en fait ils sont tout seuls dans cette maison maintenant. Et du coup, il y a quand même aussi, avant d'arriver au problème de plus avoir de place, il y a quand même beaucoup de places disponibles dans les campagnes. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'enfoncer dans un espèce de malthusianisme brutal en mode de toute façon tout le monde doit crever et puis comme ça quand ce sera revenu. Sur un plan antispéciste, ouais, ça peut être compliqué le fait qu'on soit désormais 8 milliards d'êtres humains parce qu'on voit bien que 8 milliards d'êtres humains, on a quand même un peu de mal à cohabiter avec toutes les autres espèces qui étaient là avant et que je pense que ça sera compliqué aujourd'hui dans le contexte actuel, mais même dans un contexte un peu plus souhaitable, de réussir à créer des zones franches où on pourra à peu près laisser les espèces animales vivre leur vie telles qu'elles y ont le droit. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas besoin de rentrer dans des discours défaitistes sur le fait que tout le monde doit mourir. Ce qui est certain aussi, c'est que les phases de transition, ça pour le coup, c'est les phases de crise, et que là, on peut se retrouver avec des phénomènes de pénurie qui sont extrêmement brutaux. C'est plutôt dans ces moments-là, en fait, de transition, par exemple, de notre système actuel à un système, par exemple, qui serait dépourvu de technologie, où là, on prend le risque d'avoir énormément de populations qui vont en pâtir, et où ça nécessite une organisation logistique au préalable. Parce que si on n'a pas cette organisation logistique, on va juste avoir énormément de personnes qui vont mourir. Ça c'est clair. Philippe, aussi, de ce que tu disais, j'ai l'impression que aujourd'hui, presque ce qui menace encore plus les sols agricoles que, par exemple, l'emprise au sol des bâtis, c'est l'érosion, etc. Enfin, ce dont tu parlais sur l'agriculture industrielle. Je sais pas si je veux revenir sur ça ou. C'est pour ça que je suis pour l'agriculture paysanne. Que défend la conf de faire des plus petites propriétés et de rentrer dans des trucs dans moins des grandes parcelles. Le premier truc qu'on se sauverait, c'est les sols. Le vrai danger qu'on a actuellement, c'est sur des zones qui sont arables, c'est de détruire le sol arable et de ne pas pouvoir faire quelque chose derrière. Parce que, ce que disait Philippe, ce à quoi je pensais, tu disais que les sols qu'on avait aujourd'hui, il avait fallu 5 ou 10 000 ans pour qu'ils soient constitués, et on est en train de les détruire totalement. Ouais. Mais pas par le béton, juste par des pratiques agricoles qui sont dévastatrices, quoi. Ouais. Moi, pour répondre aussi sur la pseudo-incompatibilité entre nature sauvage et repaysannement, si je puis dire, Mathis m'a rappelé un truc, c'est que si en gros, si la Terre atteint son objectif,
plutôt quand à terre atteindra son objectif, qui est la désindustrialisation. Il y a des espaces sauvages, typiquement, je sais pas, hein, peut-être que je dis une bêtise parce que je connais pas bien les États-Unis, mais le Nevada, qui me semble être un énorme désert à la base, ou l'Alaska. En fait, il y a des endroits où tu ne peux pas vivre aujourd'hui sans industrie. Donc si tu désindustrialises, il y a des zones qui vont être reconquéries par les animaux en fait, complètement sauvages. Parce que en fait, les humains vont être obligés de migrer de certaines régions, ils pourront plus vivre dans des conditions acceptables en fait, ne serait-ce que climatiquement parlant, qu'il fasse trop chaud ou trop froid. Voilà, c'est pas une réponse entière à la question, hein, mais il y a des zones en fait qu'on va devoir abandonner aux animaux, ce qui est peut-être plutôt positif pour eux. Tu leur laisses que les déserts. Ça laisse là aussi. Même simplement ici, tu arrêtes les pesticides, c'est-à-dire tu arrêtes de tuer les insectes, tu auras un retour des oiseaux et tu auras un retour d'un certain nombre d'espèces qui pour l'instant qu'on détruit industriellement en fait. On ne le détruit pas parce qu'on est là, on le détruit parce qu'on met des tracteurs qui balancent des produits à grande échelle. Oh, ça c'est intéressant parce qu'en France on a eu un retour de forêt et une déprise de l'agriculture assez massive sur le territoire. Aussi parce qu'on importe beaucoup depuis l'Amazonie, comme ça, par ailleurs. Enfin, on déforeste l'Amazonie pour faire du soja, pour nourrir des animaux en France, et par ailleurs, on n'utilise plus les terres en France, etc. Donc, il y a le problème de l'élevage, il y a le problème de cette déprise. Mais malgré cette déprise, malgré le fait qu'il y a de moins en moins de terres qui sont utilisées par l'agriculture, et assez massivement, et autour de Marseille, c'est tout des terrasses en pierre. Et aujourd'hui, il y a la forêt sur toutes ces terrasses. C'est de la forêt de pins, mais voilà. Et malgré ça, quand on regarde le déclin des populations d'insectes, le déclin des populations de tout ça, c'est considérable. Donc finalement, ce serait peut-être reprendre un peu des terres par l'agriculture paysanne, en arrêtant de de détruire par des pesticides, par tous ces produits. Ce serait ultra bénéfique pour toutes ces espèces sauvages aussi. Il faut se rendre compte dans les campagnes, c'est qu'avant il y avait beaucoup de monde. Hein. Le village de ma grand-mère dans les Vosges qui s'appelle Belverne, il y a quelques années quand j'y étais, on était 123 à voter, et sur les listes qu'il y avait d'avant la Première Guerre mondiale, c'était plus de 1000 personnes sur le village. Après, la difficulté, c'est dans quelles conditions de vie, c'est-à-dire que tu avais des maisons où il y avait énormément de monde, tu avais des propriétaires et tu avais les trois quarts des gens qui vivaient dans la grange en fait. Hein. Parce qu'il fallait des gens pour faucher à la main, parce qu'il fallait... donc, c'est pas le nombre de gens qui... On pourra loger des gens en campagne, la question c'est dans quelles conditions de vie tu les fais vivre, comment tu partages la ressource, et comment tu rends le truc plus humain que ça a pu être avant la Première Guerre mondiale. Ouais. Moi je voulais rajouter des précisions sur vivre en ville, cette fausse dichotomie. Je trouve que ce que vous avez dit est super intéressant et je voudrais rajouter que en fait pour vivre en ville il faut aussi tout un réseau de transport qui génère énormément de gaspillage. Aujourd'hui en fait on produit sur Terre je crois à peu près assez de nourriture pour 10 milliards de personnes et on en perd et pourtant il y a quand même 3 milliards ou quelque chose comme ça de personnes qui vivent je veux dire avec des problèmes de malnutrition vraiment importantes et en fait on gaspille je crois entre 4 milliards ou 5 milliards de nourriture pour 4 ou 5 milliards de personnes et principalement à cause de cette chaîne de transport et de logistique pour essayer d'amener les choses là où elles vont être consommées et comme tu disais en fait le fait d'habiter près de là où c'est produit c'est pas seulement qu'il y ait besoin de moins de transport mais en plus il y a moins de gaspillage lié à ce transport et le deuxième point c'est aussi que en soi, la mécanisation, elle n'est pas très efficace au mètre carré. On peut cultiver au mètre carré, en tout cas, on peut être beaucoup plus productif au mètre carré avec des solutions non mécanisées. Et du coup, ça aussi, c'est à prendre en compte quand on parle de surface et de terre utilisée. Pour moi, c'est deux éléments de plus qui vont aussi dans ce sens-là et qui nuancent un petit peu ce débat. Après, sur les villas recyclées, vu que la plupart de l'humanité vit au bord de la mer maintenant dans des grandes villes, on a à peu près 50% des humains qui sont dans des grandes villes au bord de la mer. Si l'eau monte, ça fera des cages à poissons. Hein. On n'aura pas de ville à recycler. Hein. Comme ça, on règle le problème antispécifique. À mon avis, si nous, on n'arrive pas à régler le problème de cette évolution qui permettrait de freiner les désordres climatiques, la nature, elle va nous rayer de la carte technologiquement parlant, simplement en montant la mer. Hein.
pas d'inquiétude là-dessus, hein. C'est lancé déjà. Ça s'arrête là-dessus. Il te reste combien de temps, Jean On doit pas tarder tous les deux. Ouais. Ah oui, c'est. Oui, 15. Il y a quel temps 19h et quelques. D'accord, je crois que. Non, ça c'est un cas. Peut-être ça, peut-être ça. Peut-être une dernière question, le temps qu'il regarde. Ça c'est le premier. Ouais. Je sais pas si c'est une question, mais une expérience que j'avais envie de partager. La gravure que j'ai offert au Malouestan avec cette image de un ou une chasseuse qui tire sur un écran, c'était un énorme coup de gueule et c'était un grand exutoire. Du même coup, c'était très très difficile. J'ai gravé cette plaque pendant 3 jours et pendant plusieurs heures desquelles j'ai vraiment brassé des perspectives d'avenir en fait dans un monde qui continue business as usual. Comment on pourrait vivre ça en France? J'ai envie d'avoir des enfants, je me suis demandé comment ce serait pour eux et j'ai vraiment pleuré à chaudes larmes de nombreuses heures de cette création. Simplement en imaginant être désemparé à leur dire que j'ai pas fait assez et qu'en gros on a continué de consommer et qu'on est semblable à des collaboratrices d'un système complètement écocidaire. Et donc, je suis de plus en plus désespéré, ou enfin je sais pas comment vont évoluer les choses, mais en tout cas il y a un manque de solidarité et un manque de priorisation des choses. Il y a plein de gens qui veulent aller dans la même direction et qui se commentent des détails qui n'ont aucun sens. Pardon, je me laisse complètement déborder. C'est ça, il y a plein de collectifs écolos qui disent on veut sauver la vie et après ils ne travaillent pas ensemble parce que ils sont pas d'accord sur des choses complètement pas dans l'ordre, des questions qui n'arrivent pas dans le bon ordre, genre dans le déroulement des événements. Je sais pas trop comment tourner ça en question. Ça rajoute aussi une histoire sur l'estampe partagée. Voilà. Oui. Il faut prioriser là, je pense que le temps est plus trop à la théorisation. On est capable de s'entendre sur des futilités pour des grandes causes. Parce qu'on est humain tout simplement. Parce qu'on est humain et parce qu'on est beaucoup en ville. Le phénomène d'effet du témoin, de ne pas venir en aide à quelqu'un qu'on ne connaît pas spontanément, de ressentir moins de comment on appelle ça, empathie pour des gens parce qu'on ne les connaît pas justement. En ville, il y a une individualité forte qui se crée. Là où les gens s'aidaient sans poser de questions sur des choses beaucoup plus basiques auparavant quand ils se connaissaient et qu'ils vivaient ensemble, quoi. Puis je pense que ça c'est un problème que partage la lutte écologiste, peut-être anti-tech aussi et antispéciste, c'est que contrairement à des luttes typiquement l'antiracisme, le décolonial ou le féminisme, ça c'est Peter Gelderloos qui l'explique bien dans comment la non-violence protège l'État, on est dans des types de luttes où on peut avoir toutes les constructions mentales qu'on veut et évidemment qu'on est très conscient que sur le long terme c'est une cocotte minute qui va nous sauter à la figure, mais on peut dire tout ce qu'on veut, on est dans des cadres dans lesquels notre survie n'est pas directement menacée. En tant qu'individu, j'entends. Et du coup, se mobiliser, et surtout se mobiliser avec un sentiment d'urgence pour des luttes, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour le vivant sur Terre, encore une fois, mais toujours avec des perspectives dans la tête qui sont quand même assez long-termistes, même si on s'entend, hein, le long terme il est quand même en train d'approcher de plus en plus vite. Mais ça en fait ça nuit forcément à notre capacité psychologique d'engagement à la fois radical pour une lutte et notre capacité de cohésion. C'est pas pour rien si les mouvements qui ont été capables d'obtenir de réelles victoires, en tout cas de grandes victoires ces 50 ou 60 dernières années, c'était des mouvements de personnes qui étaient eux ciblées directement dans leur chair par l'oppression. Encore une fois, je pense vraiment au mouvement antiraciste aux États-Unis ou au mouvement féministe. C'est pas pour rien. Donc ça entre guillemets c'est quelque chose pour lequel on peut rien faire, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on conscientise et à mon avis pour le coup je pense que c'est aussi la raison pour laquelle on n'arrive pas forcément à se mettre d'accord sur ces questions là, parce qu'en fait d'une certaine manière on n'arrive pas, et c'est peut-être pas plus mal parce que sinon on irait se pendre, on n'arrive pas à complètement conscientiser le fait que si jamais on n'arrive pas à agir suffisamment vite c'est foutu pour tout le monde, quoi. On se sent pas encore menacé dans nos chairs, mais ça va peut-être venir plus vite que ce qu'on pense.
pas une question. Mais je trouve que l'autre difficulté aussi, c'est que, en tout cas, sur avoir une exigence de inventer le monde de demain avant d'agir, ou en tout cas d'être vraiment dans une réflexion de ce que sera demain. En fait, on a très peu d'informations sur ce qui nous attend, donc on a très peu d'éléments sur lesquels se baser pour construire quoi que ce soit. Je veux dire, on peut avoir une énième réflexion hors sol ensemble sur un événement comme celui-là, mais factuellement, on ne sait pas ce qui nous attend. En tout cas, il y a de grands pans d'inconnus, quoi. Et je pense que du coup, autant faire face aux urgences plutôt que de théoriser vainement ou théoriser plus tard quand on a un peu plus de billes, quoi, et de cartes pour pouvoir théoriser de façon constructive. Ouais, toi, Miguel. J'aurais une question en partant sur deux constats. Le premier, c'est que dans un collectif, imaginons de 100 personnes, c'est bien d'avoir 100 personnes que 50 personnes. Autrement dit, il faut avoir un grand nombre de personnes dans un collectif, quel que soit le collectif au niveau de la lutte et tout, quoi. Donc du coup, il faut quand même fédérer. Et deuxième constat, actuellement, on est quand même dans un rapport avec les ennemis, on va dire. C'est nous contre eux. Ce que j'appelle nous, du coup, c'est les écolos, c'est autrement dit la branche de gauche, et eux, du coup, c'est la branche de droite. Voilà. Et derrière, ma question, c'est comment on peut réussir à amener l'électorat, par exemple, du RN ou de Macron à rejoindre la lutte écolo. Première question, et je mets aussi sur la table comment on fait éventuellement pour ramener aussi dans nos camps les bourgeois. Et là, je mets ça sur la table. Voilà, j'ai pas de réponse, justement, je pose une question de manière générale. Je peux juste apporter un élément sur l'écologie, mais en fait, l'extrême droite a une écologie, quoi. C'est pas la même. Et parle d'écologie, quoi, mais c'est pas la même que celle de gauche. Après, là, ça fait un moment que j'ai pu approfondir le sujet, mais en tout cas, je sais qu'il y a des débats là-dessus pour quelles sont les différences entre une écologie de droite et de gauche, quoi. Enfin, ça se fait déjà, mais après, je pourrais plus te dire en précision, quoi, mais je sais que j'ai déjà exploré ça, quoi. Notamment par rapport à déjà les rapports au territoire, quoi. Je crois que c'est un peu un délire, le lien avec la terre, etc. Ça part un petit peu de là, quoi, mais voilà, je peux plus t'en dire plus, malheureusement. Mais ça, c'est ça. Je peux peut-être appuyer un peu ce que tu dis, Charlie. J'avais lu aussi un truc sur l'écologie d'extrême droite et il y avait pas mal la question des flux migratoires qui seront liés au problème de la pollution et du réchauffement climatique. Donc, du coup, les personnes des pays du Sud risquent de remonter vers les pays du Nord et bon, ils n'aiment pas trop. Et ils basent beaucoup leur écologie sur forcément sur le racisme parce que bon, on les connaît, mais sur ces questions de migratoires. Il faut absolument sauver la planète, sinon on va avoir plein d'étrangers. En gros, c'est à peu près comme ça que ça. Mais c'était des vrais débats, ces valeurs actuelles qui avaient organisé un congrès écolo. Donc ils sont sensibles à ces Il faut quand même dire, ça reste très minoritaire. Quand on regarde le programme du Front National sur l'écologie, c'est quand même pas du tout un parti qui a un programme écologiste. Enfin, excuse-moi. T'as juste une référence à l'écofascisme d'Antoine Dubiot qui a travaillé sur ces questions-là. Je l'ai pas lu, je sais pas ce qu'il vaut, mais il avait l'air d'avoir. Je conseillerais plutôt celui de Pierre Mazin, Tentation écofasciste. Ok. Et après, au-delà de ça, juste très rapidement, mais sur ces questions-là, finalement, en fait, on rejoint celle que tu avais posée juste avant, sur la capacité qu'on aurait à essayer de convaincre tout le monde qu'on a raison. Ça va pas le faire. Pour ce qui est de la classe bourgeoise, ça c'est un autre problème, c'est que la classe bourgeoise, elle a directement des intérêts qui sont contradictoires avec les nôtres. Et ça, il y a un moment, on va pas, ça sert à rien de se cacher derrière son petit doigt. Tu disais ennemi entre guillemets, non, ennemi, très clairement. Je veux dire, ces gens-là, à aucun moment dans leur histoire, n'ont cherché à aller dans notre sens, puisque de toute façon, rien dans leur patrimoine
ne les pousse à faire ça. Non, je pense que jusqu'au bout, ça va être des personnes contre lesquelles on va se battre. Ce qui ne veut pas dire qu'on a besoin de mettre leur tête sur les pics. Hein. Par contre, on a besoin effectivement de leur priver de leur patrimoine, de les priver tout simplement des intérêts qui font que pour le moment, ce sont des ennemis, nos ennemis. Donc, on a les milliardaires américains qui s'achètent des bunkers en Nouvelle-Zélande. J'avais lu un article sur ça, et avec des réflexions très poussées de leur part, parce qu'ils sont très rationnels, la Silicon Valley, etc. Du type, comment faire pour que nos employés qu'on emploie dans notre bunker en Nouvelle-Zélande ne nous trahissent pas et ne nous tuent pas. Et ils ont des réflexions, par exemple, ils ont genre une espèce de coffre-fort ultra sécurisé dont ils sont le seuls à avoir le code avec toute la nourriture à l'intérieur. Comme ça, ils savent que les gens qui travaillent pour eux sont dépendants d'eux pour avoir de la nourriture. Voire il y a des expérimentations en mode trouver des gens qui acceptent d'avoir des espèces de trucs genre, en mode collier, en mode ils peuvent se faire tuer par un milliardaire à l'échange de leur survie pour qu'ils soient sûrs de ne pas être. Donc pour dire qu'il y a quand même une obsession du contrôle et de leur survie propre, et que ces gens-là aussi sont prêts, aux États-Unis, c'est un peu en mode effondrement, etc. Mais c'est aussi beaucoup parce qu'il y en a plein qui estiment qu'il y a une situation de pré-guerre civile ou de pré-révolution aux États-Unis pour certains. Enfin, j'avais lu des articles sur ça. Donc ouais, ces gens sont pas forcément là pour nous aider, et eux ils sont peut-être encore plus prêts que nous à résister à ce qu'on pourrait essayer de faire. Donc, pour revenir à l'extrême droite et l'écologie, il y avait pour rajouter par rapport à ce qu'a dit Fétus, un des arguments c'est que globalement l'empreinte écologique d'une personne qui vivrait en Afrique est assez faible, alors qu'une personne qui vit en Europe c'est plus fort, et du coup favoriser la migration des personnes qui viennent d'Afrique en Europe, ce serait augmenter en fait l'empreinte écologique. Et voilà, c'est ce genre de réflexions qui je pense vont paraître à tout le monde ici what the fuck, mais voilà. Est-ce que du coup ils vont aller vivre en Afrique pour bizarrement c'est quand même des corolles avant Ouais, moi je voudrais juste donner un petit peu mon point de vue dessus, parce que comme tu disais, ça rejoint un peu la question que j'ai posée tout à l'heure par rapport à la légitimité de demander des changements. Moi je pense que tous ces gens-là, c'est peine perdue d'essayer de les convaincre, enfin même si on va les convaincre, on va pas les convaincre de la bonne chose. Ce qu'on va leur vendre, si on parle de décroissance d'un point de vue d'un citadin, d'un parisien cadre dynamique, clairement c'est l'enfer, hein. Enfin, lui dire de venir dans son champ pour produire ses carottes et sa nourriture, aller couper son bois, pour lui c'est l'enfer, jamais on lui vendra ça. Donc je pense que le problème c'est, justement, on en a parlé un petit peu, c'est leur enlever la pression ou le pouvoir qu'ils ont sur le choix des gestionnaires. Et pour faire ça, ça serait de changer notre mode de représentation. Au moins, du moins pour la manière dont sont votées les lois en termes d'écologie. Et notamment, il y avait des exemples en Irlande où il y avait justement des comités citoyens, enfin des assemblées citoyennes, qui arrivaient à faire voter des lois qui étaient en défaveur globale de la population, notamment sur le milieu bancaire, il me semble. Et justement, ils arrivaient à faire voter des choses qui étaient contre la population globale parce qu'ils avaient un vrai intérêt à le faire. Et les gens n'étaient pas élus pour faire ça, ils étaient désignés. Ce qui fait qu'ils n'avaient aucun intérêt à aller contre des bonnes choses. Et je crois qu'ils ont fait des choses aussi en termes d'écologie aussi, notamment sur des crédits carbone, ce genre de choses. Peut-être. Ouais, Mathis et moi on va devoir bientôt y aller. Enfin, il faudrait qu'on y aille. Merci à tout le monde pour les 2 jours. Et après, je pense que vous pouvez continuer le débat. Je réponds très vite fait à ça, du coup, si je peux. Très vite fait. En fait, je pense que c'est clairement une bonne piste. Je pense que c'est très clairement une bonne piste, juste ça sera pas suffisant dans le système actuel, quoi. Mais ça fait partie de ces pistes à explorer pour les sociétés à venir. Donc oui, effectivement, le mode de représentation, de toute façon, c'est une question politique majeure, quoi. Il y avait une dernière question, du coup. C'était pas une question, c'était juste pour partager votre pièce comme un poisson dans l'eau. Il y a 2-3 épisodes sur la science que confirmer ou pas sur l'écologie, Ouais. Oui. Je sais plus. Je crois qu'il y a plusieurs entretiens avec, justement avec Antoine. Ah oui, avec Antoine Dubio. Ouais. Ok. Je pense qu'on peut applaudir avant de couper la caméra.